Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez les podcasts de la case rétro. Rétro, votre podcast 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubi. Comment ça va, Soubi? Salut tout le monde, ça va nickel. Également avec Punky. Comment ça va, Punky? Bah ça va, nickel, tranquille. Le dessinateur de la case rétro, Biscotte, est avec nous. Comment ça va, Biscotte? Ça va très bien, bonsoir, bonjour. Et le webmaster incroyable de notre site préféré, GoBalls, est avec nous. Comment ça va, GoBalls? Coucou, ça va très bien. Aujourd'hui, on est tous réunis pour parler de Metroid Prime, jeu d'action-aventure développé par Retro Studio et édité par Nintendo, qui a été également assez impliqué dans le développement du jeu. C'est sorti sur GameCube, évidemment, fin 2002 aux USA et l'année d'après au Japon et en Europe. Et c'est le tout premier épisode en 3D de la licence Metroid qu'on avait traité, souvenez-vous, en podcast, dans notre épisode 42 consacré à Super Metroid. Ça ne rajeunit personne. Et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Metroid Prime? Et je vais commencer par Punky. Et je l'ai connu à peu près à l'époque de sa sortie. Ouais. On l'avait prêté. C'était un copain de collège qui me l'avait prêté. Et je lui avais prêté Medal of Honor. C'était quoi? C'était Débarquement Allié, celui qui reprenait le truc de Spielberg là, du soldat Ryan. Sur PS2? De quoi le Medal of Honor? Ouais. Non, sur GameCube. Bah c'était Frontline, alors si Débarquement Allié c'est la version PC. Ah d'accord, ok, pardon. Oui, bah c'était le premier où t'avais le débarquement au début du jeu, quoi. Et du coup, bah on s'est prêté chacun un FPS, quoi. Donc moi j'étais pas du tout habitué à ça. Je venais plutôt du FPS PC, voire plutôt du FPS PC porté sur Dreamcast. Et là, me retrouver avec Metroid, ça m'a fait vraiment très étrange. C'était mon premier Metroid. C'est la première fois que je touchais un Metroid, venant de chez Sega, n'ayant pas eu de console Nintendo. Quoique j'ai eu la Game Boy, j'aurais pu jouer à Metroid 2, mais je suis passé totalement à côté de ce truc-là, quoi. Et c'était la première fois que je jouais à ça, et j'ai pas aimé du tout. J'ai détesté, vraiment. On en reparlera, mais ce premier contact, il a été douloureux. Et si vous fouillez bien, vous retrouverez des podcasts qui ont à peu près 10 ans, voire un peu plus, du vieux site sur lequel j'étais, où je qualifie Metroid Prime de simulation de caissière. Vieux Punky, mais que t'arrive-t-il? Et puis il y a 3 ans, ouais. Je l'ai fait sérieusement. Je me suis dit c'est pas possible, tout le monde aime ce jeu, tout le monde en parle. J'écoutais des podcasts, on entendait parler quand bien, et je me suis dit allez, je vais quand même lui redonner une chance, et je l'ai fait à peu près d'une traite, quoi, peut-être en 2 ou 3 sessions. Ouais. Et j'ai compris, quoi, j'ai compris tout ce dont j'étais passé à côté. D'accord. Et en fait, c'est un des moments dans ma vie où je me suis dit il faut vraiment que j'arrête de me faire confiance. Je suis vraiment un sacré petit connard qualifié. Vraiment, non mais vraiment il y a eu une espèce de rédemption. Vraiment des fois faut que j'arrête surtout que ma première run, j'avais été jusqu'aux cavernes de Magmoor, quoi, et puis j'étais bloqué, donc j'avais même pas fini le jeu, quoi. J'étais vraiment allé pas loin, quoi. Et là vraiment après l'avoir fini, j'ai compris exactement ce qui faisait que ce jeu était un grand jeu, tu vois. Moi je le mets presque enfin pour moi c'est un pionnier dans beaucoup de choses, on en reparlera. D'accord. Et aujourd'hui je l'ai en 2 exemplaires, c'est-à-dire que je l'avais en platinum et enfin en choix des joueurs, et je l'ai racheté pour l'avoir en pas choix des joueurs, avoir la vraie version qui est très jolie et tout. Surtout qu'à l'époque il y a encore 3-4 ans, c'est un jeu qui coûtait pas très cher. Du coup voilà, et mon platinum je l'ai offert à quelqu'un en disant ouais faut que tu joues à ce jeu, c'est trop bien. Du coup
très bonne expérience au final, mais comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis, quoi. Metroid Prime, Punky's Redemption. Ah mais trop, hein, vraiment. Et ça m'a fait exactement la même chose avec Mass Effect, des années, enfin à peu près au même moment. Et quand j'ai refait Mass Effect, je me suis dit exactement la même chose. Genre, putain, c'est comme Metroid Prime. Des fois, je suis vraiment un petit con. Il faut que j'arrête de parler sans finir les jeux, sans machin. Ah, mais ça prouve que des fois, pour certains jeux, il faut avoir un moment. Des fois, le jeu tombe dans tes mains au mauvais moment et tu l'apprécies pas comme il faut. Et toujours penser à redonner une chance à un jeu. C'est important. Toujours écouter un peu les autres. C'est pour ça que c'est à ça que sert la case rétro, justement, à vous. Tout à fait. À vous redonner envie de lancer ces jeux. Go Balls, toi, premier contact avec ce Metroid Prime. Alors moi j'ai découvert la série Metroid Prime donc en 3D avec le deuxième épisode Metroid D'accord. Prime Echoes parce que j'ai eu la GameCube très tard, enfin relativement tard, donc à l'époque de Echoes, je crois que c'était en 2004 ou 2005. Ok. En fait à cette époque-là, je traînais avec toujours le même groupe de potes. On s'est rencontrés au collège et on se voit toujours régulièrement aujourd'hui et tout. Enfin en gros on se fêtait tous les ans nos anniversaires et on se faisait des espèces de giga cagnottes où on s'achetait des trucs, on s'achetait des gros cadeaux. Mes potes avaient rassemblé de la thune pour m'acheter une GameCube. Putain, t'as des potes sympas. Jamais aucun pote à moi n'a fait ça. Mais pour on est moi. beaucoup, on est vraiment beaucoup. On a vraiment une masse critique de... On est 120. Non, on n'est pas 120, mais on est plein. Donc j'avais une GameCube et donc c'est mon frère qui m'avait offert, donc c'était pour mes 18 ans, qui m'avait offert donc Metroid Prime Echoes. Et c'est comme ça que j'ai découvert la série des Primes. Mais tu connaissais Metroid avant? Oui, j'avais déjà joué à Super Metroid quelques années plus tôt. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la série Prime et j'ai fait plus tard le premier Metroid Prime sur GameCube également. Ok, d'accord. Et c'était une attente pour toi, cette GameCube ou même cette série? T'avais une envie particulière par rapport à ces jeux ou ça a été vraiment la surprise du cadeau en fait? C'était complètement une surprise. Je m'attendais pas du tout à avoir une GameCube, sachant que le jeu qui m'intéressait à l'époque sur cette console, c'était Smash Bros Melee. Okay. Et donc ce Metroid Prime Echoes qui m'est arrivé entre les mains totalement par hasard, même si j'aimais quand même la série des Metroid, enfin notamment Super Metroid, ça a été vraiment une excellente surprise quoi. D'accord, ok, donc grosse surprise et gros cadeau, hein. Go c'est les meilleurs potes. Énorme cadeau. Mais du coup voilà, par le 2, on revient un petit peu en arrière. T'as fait le prequel de ton premier jeu Metroid Prime, du coup avec ce Echoes. Biscotte, toi, premier contact avec ce jeu? Alors, moi déjà j'étais assez fan de la série, des premiers Metroid. À l'époque, il y avait deux teams, il y avait les pour et les contre. D'accord. Moi, je me trouvais un petit peu au milieu parce que le modem du gaming. J'étais le Normand du rétro. Et en fait, j'étais content qu'il y ait un nouveau Metroid, mais j'étais assez dubitatif sur la version FPS. Il y avait ça faisait assez marketing le coup du non, c'est pas un FPS, c'est un FPA. Donc j'avais du mal en fait à voir, j'avais des doutes en fait sur le fait qu'on retrouve l'univers et ce qui faisait la force des Metroid. Donc je l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai acheté en occasion dans l'édition Player Choice. Donc j'ai attendu, j'ai quand même attendu pas mal. Même quand je l'ai acheté, enfin il était vraiment pas cher. Et j'ai commencé à y jouer, j'ai donc fait à peu près le premier niveau, donc jusqu'à arriver sur Talon, et j'étais pas fan du tout en fait je retrouvais pas ce que j'aimais en fait dans Metroid, le début un petit peu mou, tout ça. Okay. Et donc je l'ai mis un petit peu de côté, je l'ai relancé plusieurs fois et à chaque fois je disais mais non, c'est pas Metroid, c'est pas. D'accord. Et puis un jour je me suis forcé et puis là il y a eu une espèce de déclic en fait quand j'ai compris que je retrouvais ce que je ressentais dans la version Super NES en plus avec l'apport en fait de ce que la 3D et puis des idées de gameplay qui sont encore aujourd'hui je trouve fantastiques. Donc voilà, après j'ai kiffé ce jeu jusqu'au bout. J'ai pas fait donc le 2 et le 3. Ouais. D'accord. Pour diverses raisons, parce que je m'étais un petit peu détourné de la GameCube, et j'attendrai qu'ils sortent sur Switch la trilogie quand le podcast sortira. Ils vont l'annoncer, c'est sûr. et donc voilà. Ah, mais comme Punky, du coup, il y a vraiment le côté difficulté de rentrer dedans, tu ressens pas le feeling, et en fait, si
si tu te forces d'un coup. Bah pourtant j'étais fan en fait de la série Metroid et j'aurais pu me dire je vais retrouver l'univers, je vais retrouver Samus. Ouais. Il y a quand même des liens en fait visuellement tu retrouves les pirates, enfin tout ça. Donc j'aurais pu en fait m'accrocher, mais c'est vraiment le côté 3D, passage à la 3D qui me bloquait parce que j'avais pas vu cette vue de côté, je retrouvais pas le côté on est perdu dans un labyrinthe et pourtant ça allait, mais voilà en fait il y avait un barrage, mais alors ça vient peut-être voilà comme Punky, voilà, ouais, de me dire, de toute façon, je vais pas l'aimer. Je sais pas pourquoi j'y joue, je vais pas l'aimer. Alors moi, on me l'avait prêté et du coup les jeux qu'on me prête, c'est de quand même les finir parce que tu sais que c'est un jeu gratuit, tu vois. Et moi pour le coup, tu vas pas les garder. J'ai vraiment poussé, mais j'étais bloqué en fait. C'est pour ça que j'ai lâché et que je lui ai rendu, c'est que j'étais bloqué. On en reparlera, mais c'est la logique même Metroid qui passait pas du tout, tu vois. Le backtracking, moi je jouais Sonic, donc c'était pas vraiment mon délire, quoi. Donc gros fan du côté de Biscotte, mais pareil, un peu de difficulté à rentrer dedans et à apprécier le jeu, et encore une fois retour plus tard, on se force un peu et on change d'avis. Ça va être intéressant de voir ça justement dans le gameplay, qu'est-ce qui a fait que ça vous a gêné au début et qu'est-ce qui a été forcément le déclic, sur quel point ça a été une révélation. Donc ça va être intéressant, je m'attendais pas à avoir au moins deux avis là-dessus dès le premier contact. On va terminer ce tour de table avec Soubi. Soubi, toi alors tu faisais partie du podcast Super Metroid, je crois avoir lu en plus quand je suis remonté vérifier quel était le numéro de l'épisode Super Metroid. J'ai revu dans les commentaires et j'ai vu un message de Soubi qui disait oui, il faudra parler de Metroid Prime, etc. Voilà, on arrive quelques épisodes plus tard, hein, voilà, petit timelapse. Quel a été ton premier contact finalement, toi, avec ce Metroid Prime, toi qui avais adoré Super Metroid? Bah, moi, c'était Day One forcément, mais parce que en gros, Super Metroid, comme de toute façon, si vous réécoutez le podcast, vous savez que c'est un jeu que j'aime d'amour absolu. À l'époque de la Super Nintendo, où j'avais Chrono Trigger tout en haut, mais j'avais Super Metroid juste en dessous, quoi. Et j'avoue que j'ai rongé mon frein pendant des années, pas d'épisode sur N64, alors que moi j'attendais. J'avais eu mon Zelda, j'avais eu mon Mario, il me manquait mon Metroid, j'avais eu mon F-Zero, il me manquait mon Metroid. C'était vraiment la licence de Nintendo que j'avais d'amour et je la voyais pas arriver. Donc j'ai attendu. Les années ont passé et puis là d'un coup, c'était pas un, c'était deux, quoi. C'était Metroid Fusion sur GBA, donc première jouissance, on va dire, puisque là c'était vraiment la suite de Super Metroid et tu retrouves le 2D, le machin qui est sorti quelques mois avant, donc je savais déjà que j'allais prendre mon pied. Puis quelques mois après, Metroid Prime, nouvelle version 3D sur GameCube. Donc Metroid Fusion, je l'ai acheté Day One, je l'ai fini dans la journée quand je l'ai acheté. Et quelques mois plus tard, Metroid Prime, je l'ai acheté Day One. J'ai mis un peu plus de temps à le terminer parce que comme on en parlera, c'est quand même un peu plus long. Mais bien sûr, j'ai surkiffé parce que moi je peux comprendre qu'on soit déboussolé même en tant que fan de Metroid, parce qu'au début la parenté avec Metroid est pas si évidente que ça dans la manière de circuler par rapport au 2D. Mais moi j'ai été ultra conquis, surtout que ça faisait un moment que j'avais marre du FPS bourrinos. Et j'avais justement envie de vivre quelque chose de vachement plus posé, et là Metroid m'avait offert ça. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, en plus, sur les forums, moi en tout cas les forums que je côtoyais, c'était la grande guerre, la guerre des consoles classique. Mais c'est surtout que dans la même période il y avait Halo qui était sorti, et en fait c'était la grosse baston entre les fans de Xbox qui disaient mais non, nous on a le vrai renouveau du FPS qui s'appelle Halo, et les fans de Nintendo qui disaient mais non, mais la vraie évolution du FPS c'est Metroid. Et du coup, t'avais cette espèce de guerre de chapelle pour deux jeux qui, en termes de gameplay, n'ont rien à voir. Et c'est génial. Moi, du coup, en plus, ça me faisait rigoler parce que j'avais les deux et j'avais joué aux deux et j'aimais les deux, mais pour des raisons complètement différentes. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette guerre entre Halo et Metroid, à part le fait que les personnages sont en armure. C'était pour moi le seul point commun des deux jeux, quoi. Mais voilà, donc forcément, Metroid Prime, j'ai sauté dessus, et enfin, il a plus que répondu à mes attentes. J'ai trouvé ça absolument fantastique. T'étais pas craintif parce qu'on se rappelle la première fois qu'on a vu Wind Walker en cel shading, d'un seul coup il y avait des mon dieu, c'est I2. Là d'un seul coup t'as eu toute une génération sans ton Metroid, et on te dit ça devient un jeu à première personne. T'avais pas de crainte? Si, j'avais des craintes bien sûr, parce que c'est complètement différent. Mais du coup elles ont été levées très très rapidement. On en parlera au niveau du gameplay. C'est bête à dire, mais moi
le déclic s'est fait très rapidement. Et il s'est fait quand j'ai appuyé sur la touche carte, la carte en 3D. J'ai fait OK, ça c'est mon Metroid, c'est ça que j'aime. D'accord. Voilà, tu es à moi et on est parti quoi. Parce que je la trouve fantastique. Oui. Cette représentation de la carte en 3D, voilà, je savais que j'avais mon Metroid et je pouvais y aller les yeux fermés. Ok, gros fan du côté de Subi. On va pouvoir se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois. Biscotte, quelle était l'actu gaming à la sortie de Metroid Prime? Donc pour cette une du mois, je vous ai pris le Joypad de mars 2003 avec une couverture tout en sobriété. Donc c'était un fond blanc avec juste Mitsurugi, je savais que j'allais le planter quand j'allais le dire, de Soul Calibur 2, donc parce qu'il y a la preview de ce jeu. Dans ce numéro, on trouve déjà l'édito qui m'a fait sourire parce qu'on est donc en mars 2003 et Trazom se pose la question sur le déclin du jeu vidéo au Japon, car les gens s'intéressent plus au téléphone que aux jeux vidéo. Donc il se pose la question, qu'est-ce qui intéresse vraiment les Japonais sur le téléphone? Ils font tout avec leur téléphone. Donc on est en 2003, donc rappelez-vous les téléphones de 2003. Mais le jeu vidéo sur mobile ne marchera jamais. C'est pas possible. Et donc j'ai trouvé ça amusant parce que voilà, pour remettre un petit peu dans le contexte, en 2003, en France en tout cas, on devait pas être nombreux à avoir des téléphones portables, si je dis pas de bêtises. Bon, on avait Snake. Voilà, oui. Et donc voilà, sinon on retrouve beaucoup de previews qui viennent du Japon, beaucoup de jeux Capcom. Ouais. Donc je vais les citer assez rapidement. Chaos Legion, que j'ai complètement zappé. Donc on a du Soul Calibur, bon c'est pas du Capcom, mais voilà. En Capcom, on a Dino Crisis 3, on a du PN03, avec un petit article qui dit que qui raconte comment ils ont complètement changé le gameplay à quelques semaines de la sortie du jeu. Ça se voit. On a une preview aussi de F0, de Star Ocean 3, donc quand même du lourd. On a un petit article sur l'arrivée de Shenmue 2 sur la première Xbox, avec quelques pages plus tard un petit encart qui dit que si il devait y avoir un Shenmue 3, ce serait sur la première Xbox qui devrait C'est une sortir. blague. Bien sûr, C'est bien marqué sûr. ça. Ah putain. Ça arrivera, ça arrivera. En même temps, l'Xbox est facile à programmer, comme ils disent, donc voilà, c'est pour ça que C'est pour ça. ça devrait sortir. Une petite preview sur Silent Hill 3. Un petit article qui m'amuse sur Rayman's 3. Donc une preview sur la version Xbox. Ouais. Dans l'article, il se demande est-ce que le jeu va être bien, on sait pas. Il faudra attendre le test. Et puis quelques pages plus loin, t'as le test de Rayman 3 sur PS2 et GameCube. Quelle tristesse. Un peu de remplissage ne fait pas de mal. Et oui, puis voilà, une petite double page que j'aime beaucoup aussi, c'est sur des éléments prometteurs. On a Enter the Matrix. Ah oui. Oh là là. Ah bravo. Les roues carrées, les roues carrées. Ah, les échelles où tu grimpes à côté, on adore. Le fameux. Et sur la page d'à côté, une nouvelle console qui va se lancer, la N-Gage, le doublé gagnant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'adorais voir en fait dans les bus les gens qui se cachaient pour téléphoner avec une N-Gage. Une fois dans un bus, j'ai vu quelqu'un qui se cachait, mais volontairement pour se cacher en fait du téléphone qu'il avait. Et c'était assez pathétique. Pense à toi. Donc voilà, en termes de tests, nous avons quand même des tests assez gros, puisqu'on a le Resident Evil 0, C'était vraiment la meilleure époque. le meilleur de la GameCube. Le Panzer Dragoon Horta, le Devil May Cry 2, donc le Rayman 3, le Zelda Link to the Past, la version GBA, mon jeu de l'amour, Mark of the Cree, on a aussi du Blue Domain sur GameCube. J'avais complètement zappé qu'il était sorti sur... Le 2 quoi. Ouais, le 2, Oui. ouais. Ouais. Et en fin de magazine, un petit article sur les hybrides ludo-numériques. Oula. Donc c'est un petit article qui parle des gadgets qu'on peut rajouter sur nos consoles ou nos manettes, dont le mini-woofer de Gamester. Donc c'est une enceinte qui se branche sur le GBA, D'accord. qui fait une sorte de petit On va clapet. faire un podcast un jour. C'est pour écouter la soundtrack de Tonio Cafon. Ah bah attends, je peux te résumer l'article, hein. Ils disent le son, non en fait c'est exactement le même son que la GBA, donc ça c'est pas la peine. Il y a aussi les action replay spéciales pour certains jeux, donc Dragon Ball Z ou Le Seigneur des Anneaux, donc c'est des action replay juste avec les codes de ces jeux-là. Et les memory cards de Harry Potter, où dedans c'est des memory cards avec des sauvegardes des jeux Harry Potter. Waouh. Strictement Ah, rien. j'adore.
Bah voilà un petit peu le tour de ce numéro. On va pouvoir jeter maintenant un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu ce jeu à l'époque avec toi, Soubi. Et oui, bah du coup on se retrouve avec un arrière de boîte assez classique. On essaye d'en caler le maximum dans le peu d'espace parce que donc là on est sur la format boîte de DVD, donc avec 5 images du jeu en tout petit, avec en particulier 4 qui on va dire sont vraiment sur le gameplay en lui-même, où t'as une vue FPS, t'as une avec la morph ball, une où c'est plus un boss et un où c'est le scan, et en plein centre du coup une des rares cutscenes avec Samus qu'on voit de plein pied dans son armure pour te donner envie. Et donc bien sûr on te met le petit texte qui va bien pour t'émoustiller. Le mal se tapit sous la surface de Talon 4. Quelque chose de lugubre se développe dans les profondeurs de la planète Talon 4. Samus Aran, la célèbre chasseuse de primes intersidérale, est la seule qui puisse venir à bout du fléau. Mais il faut d'abord qu'elle le découvre. Waouh. J'adore. Mais elle ne le sait pas encore. Elle ne sait pas encore, mais le Phazon est déjà mort. Donc voilà. Et après, bon, donc t'as les petits textes à côté de chaque image, mais bon, qui apportent pas grand chose. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est en bas à droite de tout ce beau texte, nous avons la connexion à Metroid Fusion sur Game Boy Advance, puisque comme on était dans la pleine période du câble Link entre la GBA et la GameCube, donc il fallait essayer de vendre, quoi qu'il arrive, cette connectivité. Et donc à défaut un punky. Bah oui, oui, un petit peu. Donc à défaut de te vendre là comme l'utilisation d'une manette via la GBA, là en gros c'est tu pouvais débloquer si tu avais terminé notamment Metroid Fusion sur ta Game Boy Advance, puisque tu l'avais eu quelques mois auparavant, tu pouvais débloquer Metroid NES dans ton Metroid Prime. Mais surtout, moi ce que je me rappelle à l'époque, c'est que tu pouvais également, alors j'ai pas revérifié mais je suis quasi sûr que c'est le cas, débloquer le costume, le modèle 3D de Metroid Fusion, justement dans Metroid Prime pour qu'elle ait la tenue qu'elle a dans Metroid Fusion. Et malheureusement en modèle 3D, j'adore le costume de Metroid Fusion, mais il rend pas bien du tout en modèle 3D. Il est affreux. Franchement, il est affreux. Franchement là tu fais oh c'est trop cool. Ah non, en fait, non, je vais revenir sur le costume d'origine l'armure d'origine qui est infiniment plus classe. Voilà, l'armure Fusion est très classe en 2D, elle est très moche en rendu 3D. Mais voilà, c'était noté sur la boîte parce qu'il fallait te vendre du Metroid, de la connexion Link, et voilà. Et quand même pour finir, parce qu'on est sur le petit, sur la boîte, sur le pitch, je tiens quand même à rappeler une chose que j'aime beaucoup, c'est quand même les mini DVD de la GameCube, et surtout que ça semble logique, mais comme c'est le premier Metroid sur CD, le design du DVD, du mini DVD du Metroid Prime, c'est la Morph Ball de Metroid. Évidemment, mais c'est tellement classe. Mais oui, c'est tellement que moi j'étais fou quand j'avais ouvert la boîte, que j'ai vu ça, j'ai fait voilà, ça c'est le Metroid que j'aime. C'est ça, c'est jusqu'à l'autocollant du CD, on y pense. C'est ça qui est beau, ça, avec Nintendo. Rien n'est laissé au hasard. Et du coup, il y a pas vraiment le grand retour, tu vois. C'est un peu comme si non, mais elle est pas partie il y a longtemps, tu vois. Ah non, on te dit pas que ça fait 10 ans que tu attends désespérément d'avoir une suite et qu'on te l'a jamais donné. Ouais, je m'attendais à ça, justement, à ce qu'ils jouent là-dessus. Ils le font pas. Mais bon, Samus ne sait pas encore ce qui lui attend, mais en tout cas, elle va sauver le monde apparemment. Oui. Mais elle ne sait pas encore. Puis quelques petites images pour te dire que voilà, tu vas un peu vivre une aventure un peu différente de ton Metroid Fusion. Ok, donc on voit le petit pitch, on va voir si dans l'histoire ça se développe beaucoup plus par rapport à ce que la série nous avait habitués. On va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça. Je me tourne vers toi, Soubikoun. Voilà, Metroid, on connaît un peu l'univers pour ceux qui ont en plus écouté notre podcast sur Super Metroid, mais c'est quoi l'univers de ce Metroid Prime et l'histoire de cet épisode en particulier? Comment ça se passe quand on connaît un peu la série mais qu'on n'a pas suivi tous les épisodes? Alors je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit à l'époque dans Super Metroid, quand on avait parlé justement de l'univers, et j'avais dit voilà, je vous fais un bilan avant la sortie de Metroid Prime, parce que en gros Metroid Prime est quand même un épisode qui
apporte énormément au lore et à la mythologie de Metroid. Voilà, l'histoire de Metroid était quand même extrêmement succincte, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, jusqu'à présent, t'avais assez peu d'éléments. En gros, tu peux résumer très vite, t'as les pirates de l'espace, je suis une chasseuse de primes, épisode 1, je leur poute la gueule, ils voulaient exploiter les Metroid, épisode 2, je poute la gueule aux Metroid, épisode 3, on fait comme dans Alien, justement, Alien 1, Alien 2, Alien 3, on retourne sur le truc d'origine pour essayer de refaire la même chose, et on poutre de nouveau exactement tout ce qui s'était fait dans le 1, donc tu fais un remake. Donc voilà, c'était très rapidement résumé, etc. Alors que du coup, et pareil, Metroid Fusion, finalement, quand tu regardes Alien Resurrection, tu continues à suivre le chemin des scénars. Moi j'adore, t'as l'impression que Metroid, alors en tout cas les 4 premiers épisodes canoniques, quand tu regardes les 4 films Alien, en fait c'est la même chose mais dans un univers parallèle. Tu remplaces Alien Ripley par Samus Aran et voilà, t'es dedans. Okay. Quoi. Donc on arrive à Metroid Prime où là, le studio décide quand même, et Nintendo décide d'apporter un peu de lore, de background dans toute cette histoire, de rentrer vraiment plus dans la narration et on commence vraiment à arriver dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec le storytelling que tu trouves à peu près partout. On y reviendra en termes de gameplay, mais je tiens à rappeler qu'à l'époque quand même on avait quelque chose qui a complètement disparu et qui était existentiel quand tu t'intéressais au lore d'un jeu, ça s'appelle la notice, parce que du coup, dans les 6 premières pages de la notice, on revient en détail sur le pourquoi du comment de l'univers de Metroid Prime. Et moi, moi j'adore. Moi, quand je retrouve ça, ça me fait plaisir parce que la première chose que je faisais à l'époque, c'était de lire une notice avant de lancer le jeu. Et si tu veux connaître les bails de l'histoire, si tu veux connaître le pourquoi du comment sans être obligé de tout scanner, et finalement, t'avais tout dans la notice, t'avais pas à t'embêter. Cool. Donc, Metroid Prime se passe au niveau chronologique entre Metroid 1 et Metroid 2, donc avant que tu décides de massacrer l'intégralité des Metroid de la surface de l'univers. Donc à la suite de Metroid 1, où tu avais les pirates de l'espace qui avaient fait la découverte des Metroid, qui voulaient étudier tout ça pour en faire en gros une arme de destruction massive sur l'intégralité de l'univers. Une fois que toi, Samus, tu es venu, que t'as cassé la gueule à tout le monde sur la planète sur laquelle ils s'étaient installés, en gros, les pirates de l'espace décident de se séparer en deux groupes bien distincts. Ceux qui vont faire Super Metroid, c'est-à-dire ils retournent sur leur planète sur laquelle Samus vient d'avoir tout ravagé pour tout reconstruire, ressusciter les boss, etc. C'est ça que j'adore. On dit on ressuscite Mother Brain, on ressuscite Craig, on ressuscite Riley. Ok, d'accord. Comment? Je sais pas. C'est le future. Voilà. Mais en même temps, c'est pour justifier dans Super Metroid le fait que tu refasses tous les mêmes boss. Et donc, tu as un autre groupe qui part dans l'espace à la recherche de nouvelles énergies ou autres à exploiter et découvre la planète de Talon 4 et sur lequel il y a le Phazon, donc qui a l'air d'être une source d'énergie mutagène ultra particulière sur lequel ils se disent « Oh là !» Il y a de quoi faire du business là-dessus, donc on va aller exploiter. Là-dessus, tu découvres donc que il y a un peuple, les Chozo, qui est un peuple qui a l'air d'être là depuis des temps immémoriaux, un peuple, on va dire de type oiseau, qui a eu énormément de développement technologique, qui sont allés très loin. C'est un peu le traditionnel Atlantide et compagnie. Ouais, et en fait, à un moment dans leur vie, ils ont commencé à se rendre compte, et enfin, ils pressentaient l'émergence du mal, etc. Et donc, ils ont décidé, enfin, une partie du peuple, d'aller s'exiler à un endroit où ils se reconcentraient sur la nature, sur la flore, la symbiose avec tout ça. Et ils se sont installés justement sur Talon 4. Et malheureusement pour eux, un gros météore est arrivé et leur a pété la gueule, leur apportant le Phazon. Malgré toute leur technologie, etc., ils ont jamais réussi à contrôler ce truc-là. Donc la seule chose qu'ils ont fait, c'est comme souvent dans les jeux, c'est on essaye de sceller le passage. Donc ils ont construit un immense temple par-dessus pour dire voilà, c'est contenu à l'intérieur. Et mais la planète, quasiment la plupart des espèces vivantes sont mortes. Enfin la planète est gangrénée par le Phazon depuis des années. Et donc ils décident de s'en aller, sachant que les prophéties qu'ils ont eues ont pas arrêté de dire qu'un jour quelqu'un viendrait libérer Talon 4 justement du Phazon et en gros sauvera la planète. Bon, vous avez deviné qui c'était. Et en parallèle, on te explique un peu plus
pareil, les origines de Samus Aran, où là, d'un coup, tu découvres, parce que la seule chose que tu savais, c'est que les pirates de l'espace avaient tué ses parents, enfin, en gros, sa famille, et que, elle était devenue chasseuse de primes pour se venger. Mais là, on t'explique qu'en fait, c'est les Chozo également qui l'ont recueilli, qui lui ont conçu son armure, qu'elle utilise depuis toujours. Donc voilà, donc ça, c'est le lore de Metroid Prime, et donc l'histoire du jeu commence au moment où, Samus continue à chercher les poches restantes des pirates de l'espace. Bon, elle a pas vu qu'ils étaient repartis sur la planète qu'elle vient juste de quitter pour reconstruire. Donc elle cherche l'autre groupe, et elle arrive à détecter une station de recherche justement des pirates de l'espace qui sont en train de faire mumuse avec le Phazon. Elle arrive, il y a tout part en sucette, et elle perd tout le potentiel de son armure à la fin. En gros, c'est le dictaticiel, on y reviendra au niveau du gameplay. Donc il fallait justifier de nouveau que tu trouves tout, donc il fallait surtout que tu perds tout. Oui. Donc tu perds tout, et tu cours après Meta Ridley, qui est pas Ridley, qui est encore un espèce de clone recréé de Ridley par les technologies des pirates de l'espace. Et donc tous deux vous filez sur Talon 4, et c'est là que commence ton histoire, où tu vas découvrir les restes justement de la civilisation Chozo qui est partie, mais qui t'a laissé plein de messages, que tu vas découvrir toutes les expérimentations que sont en train de faire les pirates de l'espace avec le Phazon, que tu vas découvrir ce que fout le Phazon, et voilà, et tu découvres ces différents environnements au fur et à mesure. Donc voilà, beaucoup plus de choses dans cet univers que au niveau des 3 premiers Metroid, et c'est ce qui moi m'avait énormément hypé, parce que là d'un coup on me donnait un vrai univers. Même si au final dans le déroulé du jeu tu as quasiment aucune cutscene, t'as quasiment aucune interaction, parce que Samus est seul sur la planète, donc t'as pas de voix off à expliquer tout ce qui se passe ou autre. Ça va se passer surtout dans les lectures des choses que tu scannes, mais t'as un vrai développement du background de l'univers, où on te donne en gros, voilà, on te donne les origines de Samus, on t'explique ce qui s'était finalement passé dans les 3 premiers épisodes en 2D, pourquoi ça avait recommencé ou pas, sans qu'on te donne vraiment des détails plus poussés à l'époque. Enfin voilà, on justifie un peu tout, on donne un peu de cohérence à tout, même si je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'incohérences. Mais voilà, c'est très chouette, et j'ai adoré suivre cet univers. Punky, toi, pour qui ça a été le premier épisode, comment t'as pris cet univers, cette histoire? Est-ce que toi tu t'es senti perdu de pas connaître les premiers épisodes? Ah mais complètement, mais alors ouais, je t'explique, il y a pas que ça, c'est que en plus de ça, à l'époque moi le FPS c'était Unreal Tournament et Quake 3. Tu vois, le truc le plus scénarisé auquel j'avais joué, c'était Soldier of Fortune. Tu vois, donc il y a une histoire. Non, mais chier, évidemment, par la suite, à ma deuxième run, évidemment, déjà j'avais fait des Metroid 2D, j'avais fait ceux de la GBA entre temps et celui de la Super Nintendo, donc déjà j'avais un peu les bases de déjà ce que c'était un Metroid. Là, je ne savais même pas ce qu'était un Metroid. Enfin, je savais même pas pourquoi le jeu s'appelait Metroid. Je savais même pas. Voilà, je savais que l'héroïne s'appelait Samus parce qu'on te le dit au début. Rien que Chozo, tu vois, j'étais là en mode quoi Chozo. Donc voilà, j'étais vraiment dans cet espace mental là, mais j'étais aussi j'étais jeune, comme je dis, j'étais assez hermétique à tout ce qui était scénario et tout. J'avais pas fait d'RPG, enfin dès que ça se compliquait un peu et qu'il y avait des noms inventés, je lâchais très très vite l'affaire quoi. Ouais, si ça dépasse le scénar de Sonic Adventure. Exactement, c'est ça. Mais vraiment, vraiment, il a fallu que je grandisse à ce niveau-là. J'étais jeune. Mais c'est vrai, t'as totalement raison. C'est super ce que tu me racontes, mais j'en ai vraiment rien à foutre. Ouais, c'est exactement ça. Ok, toi tu voulais un jeu d'action, d'un seul coup, il y avait du lore, il y avait des trucs à lire, et du coup ça t'a un peu perturbé, t'attendais pas à ça. Biscotte, toi, qu'est-ce que t'as retenu justement de cette histoire? Est-ce que ça t'a plu que justement il rentre un peu plus dans le côté histoire, ou t'as trouvé on va dire des défauts à cette mise en scène? Non, moi j'ai beaucoup aimé cette mise en scène, surtout quand je l'ai fait vraiment, parce que justement c'est du scénario, enfin c'est du lore, mais sans être imposé, enfin voilà, tu le fais à ta façon. Tu débarques sur Talon 4 sans forcément savoir ce qui va se passer. Enfin, l'idée c'est juste au début de récupérer ton équipement parce que voilà. Parce que le scénar veut que tu le perdes. Voilà. Sinon tu justifies pas le. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Et en fait c'est vraiment parsemer le lore. En fait c'est pendant tout le déroulé du jeu. Tu vas picorer comme ça des informations à droite et à gauche. Comme le disait Subi, il y a
pratiquement pas de cutscene, donc tout est amené par le décor, par la recherche, par la curiosité. Donc ce qui fait aussi l'intérêt d'un Metroid, c'est la curiosité. Donc ça t'amène à t'intéresser à l'histoire sans que tu t'en aperçoives. Au début tu scannes, ouais d'accord, c'est rigolo, et puis tu vas trouver les informations comme ça qui vont être de plus en plus utiles, intéressantes, et donc ça ramène en fait un intérêt en fait à l'univers, parce que tu arrives sur une planète qui est en train de mourir. Donc on est dans le passé. Enfin voilà, tu commences le jeu, t'as des pouvoirs, tu les perds, tu arrives sur une planète, tu es à la recherche de tes pouvoirs que tu avais avant, et en même temps on te raconte une histoire qui s'est passée avant. Donc t'as une espèce de filiation en fait dans ta recherche, et c'est parfaitement logique, et tu t'intéresses à l'histoire sans franchement t'en apercevoir en fait que on te raconte des trucs, et donc voilà quoi. Et toi Goballs, qui a fait le 2 avant le 1, qui est une chose qui peut arriver, hein, on ne juge personne. Sur la case, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Comment t'as pris, du coup, on va dire ce préquel, tu l'as senti différemment, donc comment a été ta réaction face à cet univers, cette mise en place de l'histoire? Déjà, quand je joue à un Metroid, enfin, quand j'ai commencé à jouer à Metroid, donc Super Metroid, j'étais assez jeune, donc tout ce qui était histoire, lecture, tout ça, quand t'es jeune, ça t'intéresse pas forcément. Toi, ce qui t'intéresse, c'est plus le gameplay, enfin, le but, quoi, c'est de jouer. Et du coup, la première fois que j'ai joué à Metroid Prime, je m'intéressais pas forcément à l'histoire. Okay. Bien sûr, c'est rigolo de scanner des trucs et tout, mais ce qui m'intéressait le plus, alors c'est un peu con à dire, hein, je sais que je vais peut-être me faire insulter, mais c'était plus un désir de complétion, parce que bien sûr, quand on scanne des écrits, quand on scanne des monstres, quand on scanne des trucs, quand on essaye de récupérer en fait des informations sur le jeu, à l'intérieur du jeu, on remplit un espèce de bestiaire, tout ça. Et donc, ce qui m'intéressait plus, moi, c'était de remplir ce bestiaire, d'essayer de scanner tout ce qui était possible de scanner, et pas forcément de m'intéresser à l'histoire. Moi, quand je joue à un jeu, je préfère collecter des thermos que de lire que d'avoir du background. À l'époque, en tout cas, oui, là, j'ai refait, pour le besoin du podcast, j'ai refait Metroid Prime, et j'ai bien pris le temps de tout lire et d'apprécier vraiment ce que le jeu avait raconté. Et j'ai trouvé ça cool, mais à l'époque, j'en avais rien à faire. T'avais fait ça déjà dans le 2 ? Ouais, sans aucun scrupule. D'accord. T'as l'impression que t'avais raté un truc ou pas ? Non, ça passe parce que l'univers, l'ambiance et tout est super intéressante. Mais le gameplay l'est tout autant. Donc quelque part, on peut quand même apprécier le jeu même sans faire attention à l'histoire, même si c'est dommage de ne pas le faire. Ok, d'accord, donc on peut le faire. Déjà, si vous aimez pas lire, ne vous inquiétez pas. Apparemment, c'est pas non plus super grave. Vous allez quand même vous amuser. Soubi, du coup, le fait qu'il y ait plus de mise en place de l'histoire et de la manière dont c'est fait, en plus, ça a pas l'air d'être obligatoire. C'est pas des cinématiques, c'est pas forcément des cutscenes. Toi, ça a été justement un renouveau d'amour. C'était un truc que t'attendais dans la série. Ça peut être une porte d'entrée si on n'aime pas forcément le style 2D. Ça peut être un truc qui peut intéresser les gens, de se dire voilà, il y a une histoire cool, ou c'est vraiment pour les fans. En toute franchise, moi les 3 premiers Metroid, comme beaucoup, le scénar je m'en cognais complètement. Ça avait pas d'importance. Je trouvais la cutscene de départ de Super Metroid super classe, et la fin j'aimais beaucoup, mais voilà, j'en avais rien à cirer de l'histoire. Ça, c'était pas ce qui m'importait. C'était l'ambiance, c'était le gameplay, c'était tout ça. Et Metroid Fusion a commencé déjà dès Metroid Fusion à beaucoup plus scénariser, à avoir beaucoup plus de narration, d'interaction avec d'autres personnes. Je détaille pas parce que c'est pas le but du podcast, mais en gros, Metroid Fusion a déjà mis le pied à l'étrier par rapport à ça. Mais après, Metroid Prime, comme la majorité des Metroid, c'est une aventure solo. Donc en soi, tu peux le vivre que comme je suis seul sur une planète, j'essaye de m'en sortir sur cette planète, et au final, si tu t'y intéresses à l'histoire, tant mieux, mais c'est vraiment pas... Enfin, tu peux te mettre dans le mood de... Mon seul truc, c'est de me sortir de cette mauvaise passe, quoi. Donc savoir... Est-ce que c'est un peu comme dans un Resident Evil où t'es pas forcément besoin de tout lire les documents que tu trouves? Exactement, mais c'est exactement ça. Okay. C'est en fait, c'est comme dans un Resident Evil où en fait, t'as la situation et toi tu peux juste apprécier la situation en tant que telle, et puis t'as le passionné qui va lire, qui va essayer de comprendre tel personnage qui a déclenché quoi dans les différents rapports que tu trouves, etc. Okay. C'est le même niveau que tu trouves d'intérêt
intérêt. C'est vraiment en fonction de ton plaisir, de l'envie de t'immerger dans cet univers, où enfin, pour une fois, un Metroid te le propose, te l'offre et tu peux y aller. Mais après, le système de scan, bah c'est comme tout. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui trouvent ça super gonflant parce que bah il faut tout scanner. Tu sais, alors du coup t'es là, t'es en train de figer le truc et t'attends quelques secondes là que ça scanne et puis après t'as le texte. C'est pour ça que je le qualifiais de simulation de caissière. Hein. C'est exactement Scanner, ça. d'accord. Oh la vache. Voilà, c'est pour ça. Ok. Donc voilà, ça peut être si t'es pas dans le trip, moi je peux comprendre en tout cas que vu la quantité de choses que t'as scanné, même au-delà du background du lore, ça peut être vite redondant quoi. Enfin c'est pas forcément un truc qui est hyper jouissif. Donc voilà, ça dépend vraiment du mood dans lequel tu es au moment où tu le fais. Moi en toute franchise, Metroid Prime, la première fois que je l'ai fait, j'avais lu le manuel qui te donne quasiment tous les tenants et aboutissants et j'ai pas cherché à tout scanner dans le jeu parce que ce qu'on m'avait donné me permettait de comprendre les clés de l'histoire, de l'enjeu, des environnements, du design, quand t'arrives dans les ruines Chozo, etc. Enfin ça me suffisait largement. Et du coup, j'avais pas cette envie de complétion, mais là pour le lore, pour l'univers, quand je le scannais et que j'avais un truc qui m'intéressait, je le lisais. Mais du coup, il y en a plein que j'ai laissé de côté parce que ça me suffisait en tant que tel. D'accord. Ouais. Donc c'est pas mal de voilà. Si vous avez envie de grignoter, ça y est. Mais si vous avez si vous voulez juste jouer, pas forcément lire, il vous donne cette possibilité-là. Vous n'êtes pas forcé de suivre une cinématique de 12 minutes. Bonjour Death Stranding. Ça peut être 12 minutes Death Stranding, t'es gentil. 20 minutes. C'est du Hideo Kojima, s'il te plaît. Hein. Ouais, 12 minutes, c'est court pour Hideo. Tu regardes plus que ce que tu joues. Hein. D'accord. Donc là ils ont quand même ils ont voulu creuser un peu plus le background, vous donner un peu plus à grignoter, mais ils se sont dit que fallait pas vous l'imposer. Donc voilà, si vous auriez pu être réfractaire à ça, voilà, au moins vous pouvez passer là-dessus. Ok, donc un peu plus d'histoire, un peu plus côté d'aventure, un peu justement revenir en arrière, scanner des trucs. On a eu ça. En plus, ça c'est un truc qui revient régulièrement. On a eu ça dans les Fear, on a eu même récemment dans les The Division, où on finalement on vit l'histoire qui vient de se passer, le drame qui s'est passé, et on arrive après la guerre. Typiquement, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à BioShock. C'est pour ça que je dis qu'il a été pionnier sur beaucoup de trucs. Je pense que dans BioShock, il y a énormément de Metroid Prime sur la narration environnementale aussi. On parle souvent de Half-Life et tout, mais Metroid Prime a été quand même un des premiers à le faire déjà sur console, et BioShock, on sait que c'est un jeu qui a été conçu pour les consoleux. Du coup, il manque plus que les audiologues à Metroid Prime, en fait. J'aime bien le parallèle justement à BioShock, t'as raison, le côté, il s'est passé un truc, on arrive et on essaie de comprendre ce qui s'est passé tout en ayant sa propre histoire. Ok, du coup, en partant peut-être sur cette base de BioShock, la plupart d'entre vous, chers auditeurs, connaissent, on va pouvoir rentrer dans le gameplay avec toi, GoBalls. On a vu que il y a un peu de place d'histoire, il y a un côté recherche de scan. On a vu qu'ils essaient pas de le vendre comme un FPS, ils se disent un peu plus FPA pour nous vendre ce Metroid Prime. Pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, qui voient que c'est à la première personne, c'est quoi finalement comme style de jeu, quelles sont un peu ses features principales? Alors effectivement, l'aspect à la première personne dans ce jeu-là, c'est pas la chose la plus importante, puisque le jeu donc est essentiellement basé sur l'exploration. D'accord. Donc c'est vraiment un jeu d'aventure, mais avec une vue à la première personne. Et donc en plus de l'aspect exploration, on va pouvoir, pendant qu'on n'est pas en train d'exploser tout ce qui se passe sur Talon 4, résoudre des phases d'énigmes et des phases de puzzle. Du puzzle à la Resident Evil, pareil aussi Du puzzle du style, il faut activer un ascenseur, il faut tirer sur un truc pour le faire tomber, ce genre de petites phases, un petit peu de résolution d'énigmes, quoi. Okay. Et donc l'exploration se fait avec une grande liberté de mouvement, donc on est dans un univers en 3D qu'on peut explorer librement. Et donc pendant qu'on va explorer les différentes zones, on va pouvoir repérer, en fait, c'est un Metroid, quoi, donc on va pouvoir repérer des endroits avec des bonus à récupérer, mais qui nous sont inaccessibles au début. Et donc il va falloir essayer de deviner un petit peu quel type d'upgrade il va nous falloir pour aller à tel endroit. Par exemple, si on voit qu'il y a une corniche qui est un petit peu trop élevée, on va se dire peut-être qu'il me faut un double saut ou un truc pour voler ou quoi, pour essayer d'attraper cet objet. Ou alors si il y a un mur qui semble fissuré, quand on le scanne, notre viseur va nous dire voilà, ce mur est fissuré, il est fait en tel matériau, peut-être qu'une grosse explosion va pouvoir le détruire, etc. Et donc c'est ce qui va nous permettre un petit peu de savoir
à quoi s'attendre quand on va progresser dans le jeu. C'est-à-dire, quand je vais débloquer un objet qui permet de générer des explosions, peut-être que si je reviens à cet endroit-là, je vais pouvoir ouvrir ce passage et découvrir des nouvelles zones ou débloquer des nouveaux objets, etc. Donc ça, c'est une des mécaniques, c'est une des composantes qui est clé dans les jeux de type Metroid. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer et explorer de plus en plus d'endroits. Donc donc la base d'un Metroid, d'avoir un truc, un vaste système de passage de niveau reste, visiblement. Il y a le côté scan qui permet là du coup j'ai l'impression par rapport aux épisodes 2D, en tout cas Super Metroid, d'avoir au moins un indice sur ce qu'il te faut, parce que moi c'est un des trucs qui me dérange toujours avec ces jeux, et peut-être quand Punky a parlé de backtracking, c'est aussi peut-être aussi son problème, c'est que moi j'ai souvent l'impression je n'arrive pas à passer parce que je suis nul et pas parce qu'il me manque quelque chose, et qui peut être aussi l'autre problème de me dire au bout d'un moment je dois pas avoir ce qu'il faut, alors qu'en fait j'ai tout ce qu'il faut, mais je sais pas encore parce que je suis nul. Donc je suis totalement d'accord avec toi, surtout dans un FPS, parce que à l'époque je me souviens que j'avais quand même fait les Zelda, donc le backtracking c'était pas non plus un truc ultra nouveau, mais dans un FPS ça matchait pas quoi. C'était j'avais l'impression de pas réussir à avancer parce que j'étais nul. Les cavernes de Magmoor typiquement, je me souviens à pas arriver à passer la lave et à me dire j'arrive pas à sauter correctement, j'arrive pas à avoir la bonne plateforme, je suis au poil de cul et ça passe pas. Ouais, c'était un petit peu pour le coup je suis vraiment d'accord avec toi, mais c'est typiquement de ma faute de joueur, hein. C'était parce que j'étais pas, je devais être trop jeune ou je devais être un peu trop con, toi, quoi. Et pour toi un truc qui ressemble à un FPS ça doit aller, c'était un jeu de tir avant, etc. D'ailleurs je lui reprochais aussi beaucoup de pas avoir beaucoup d'ennemis, tu vois, parce que pour moi un FPS tu passes un couloir, il y a un temps de chargement et derrière il y a des ennemis, tu vois. C'était plutôt ça à l'époque. T'attendais du jeu ce qu'il n'avait pas du tout envie de te donner. Exactement. T'attendais du jeu autre chose que ce qu'il était. Biscotte, toi, cette transposition en 3D de ce qui visiblement, comme le dit présente GoBalls, de ce qui reste un gameplay à la Metroid, toi ça t'a perturbé? T'as trouvé tes marques très vite? Comment tu l'as pris ça? Mes marques très vite, non, parce qu'il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, mais à partir du moment où j'ai compris justement qu'on n'était pas dans un FPS, parce que déjà en fait tu peux pas viser avec le stick, donc c'est pas le stick droit, mais le stick C. Le stick C. Ouais, tu peux pas viser comme tu veux. C'est un peu à la Doom. C'est un lock automatique, un lock, t'appuies sur une touche pour locker les ennemis, et à partir du moment où tu les as lockés, tu les perds plus, un peu à la Zelda, où tu vas tourner autour des ennemis, et tout le gameplay va se trouver sur ça pour battre les ennemis, c'est-à-dire que tu vas pouvoir straffer à partir du moment où tu as locké un ennemi et tourner autour, et ça va fluidifier en fait le jeu. Et à partir du moment où j'avais compris en fait que on n'était pas du tout dans un FPS, on utilisait la vue à la première personne, mais qu'on restait avec l'ADN en fait d'un Metroid, c'est-à-dire l'exploration, la plateforme, rechercher l'élément qui te manque pour aller d'un endroit et un autre. L'intérêt en fait d'avoir donc un jeu en 3D, c'est l'ouverture. On a un semi-monde ouvert, on n'est pas vraiment dans un monde totalement ouvert, mais on a plus de chemins qu'un Metroid classique, et il y a beaucoup plus d'endroits à aller chercher, de cachettes et d'utilisation du décor comme élément de plateforme. On n'est plus dans un vue de côté avec on va définir vraiment bien où sont les plateformes. Là on a vraiment un univers, un monde où on va pouvoir grimper sur des rochers, ce genre de choses. Donc à partir du moment où j'ai compris que c'était un jeu d'exploration, là j'ai commencé à me sentir à l'aise dans le jeu, parce que à aucun moment en fait il te dit il faut du skill pour battre les ennemis. Les combats sont assez faciles dans l'ensemble, à part ceux des boss. D'accord. Mais après la vraie difficulté, c'est de pas se perdre, et encore la map est quand même bien foutue pour ce type de jeu, parce qu'elle est, il y a les endroits où t'es bloqué, ça te montre au début des portes d'une certaine couleur, et puis après tu vas trouver les armes, mais le level design est quand même est bien fait, puisque tu vas passer, donc t'arrives dans un endroit, tu vas avoir une porte qui va être fermée, tu sais pas trop pourquoi, ce que t'as besoin comme arme, même si tu scannes, tu sais que t'as besoin de tel type d'éléments, tu vas continuer à avancer, tu vas chercher ton chemin, tu vas trouver l'arme qu'il faut, tu vas dire ah oui, disons c'était une porte comme ça, puis tu vois facilement avec la carte où est-ce que tu as été à cet endroit, tu peux y retourner facilement. Le backtracking est quand même bien fait, il est pas rébarbatif, à part l'endroit où tu vas le plus revenir, ça va être donc les cavernes de Magmoor, qui en fait le sol est recouvert de lave, donc il y a des endroits où c'est un petit peu difficile, mais t'as le côté Metroid où tu vas monter rapidement en puissance, tu vas avoir un double saut, tu vas pouvoir te transformer en Morph Ball, tu vas avoir des mines pour pouvoir faire
faire des bonds, tu vas pouvoir grinder sur les murs. Après, tu traverses le jeu, tu te sens tout puissant, et c'est ça que j'aime aussi dans les Metroid, c'est que l'ennemi au début qui te résistait un petit peu, t'avais pas une arme assez puissante, t'arrivais à le tuer, mais pas très rapidement. Après, tu vas arriver, tu vas même plus faire attention à lui, tu vas sauter par-dessus, puis tu vas avancer. C'est cette montée en puissance aussi qu'il y a dans les Metroid que j'apprécie beaucoup, en fait. Le fait de t'approprier l'univers et le monde, te sentir tout petit au début, et après tout roule, sans mauvais jeu de mots, avec les Marvel. Mais donc, belle progression aussi de ton côté. Soubi, passage en 3D de ton Metroid, est-ce que t'as eu un temps d'adaptation comme tes camarades ou tout de suite tu t'es senti dans un véritable Metroid à justement découvrir plus de choses que ce que t'avais vécu avec Super Metroid? Comment t'as vécu justement ton premier contact sur manette en main? Ah bah forcément oui, j'ai eu un temps d'adaptation, faut être clair et net, surtout que un Metroid ça reste majoritairement aussi de la plateforme, c'est de l'aventure, c'est de la plateforme, et comme toujours moi les FPS où t'as de la plateforme, on en revient toujours des fois à certains délires dans Doom, dans Half-Life ou autre, toujours très bancal, quand tu sautes, dans Metroid tu dis, dans un premier temps en tout cas t'es pas bien sûr d'atterrir au bon endroit, il faut de l'entraînement, faut au début, faut appréhender l'espace, faut appréhender les sauts, faut appréhender comment tu vas combattre les ennemis. Moi en toute franchise, justement comme je disais, je cherchais enfin un FPS où, à l'inverse de Punky, où j'allais pas avoir des ennemis toutes les 3 minutes et limite dans Metroid, quand j'avais un ennemi, c'est oh non, ça me saoule. J'ai pas envie de me battre, moi j'ai juste envie d'explorer, quoi. Mais ce que j'adorais aussi, c'était la Morph Ball, quoi. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que moi j'avais très très peur parce que mine de rien, on me disait vu à la première personne et quand même une des features de Samus Aran, c'est de se foutre en boule. Je me disais mais comment ça va allier les deux, parce que forcément tu changes de caméra, parce que bien sûr on va pas se mettre en vue FPS quand t'es en boule, donc tu changes le point de vue régulièrement, et je me disais mais comment ça va se faire, parce que je voyais les quelques images dans les tests, je me disais mais ça va être chelou, quoi. Tu sais, tu passes première personne, troisième personne, troisième personne, caméra qui suit la boule, enfin ça va... Et en fait c'est ultra naturel. Je sais pas, je serais c'est même une pas vraie réussite. je serais pas capable d'expliquer techniquement comment ils font, mais c'est super fluide, c'est super naturel, ça te semble. Et pourtant, en gros, même dans ta tête, tu passes d'un vue où la salle est représentée au début pour toi en vue à la première personne, et d'un coup, tu passes en vue à la troisième, donc du coup, t'as un angle qui est différent, et tu te perds pas dans la salle. C'est ça que j'adore, c'est tu retrouves, malgré ces changements d'angle réguliers, tu retrouves la disposition, t'avances, et voilà, je trouve ça extra. Et bien sûr, comme on en revient à l'histoire du backtracking et compagnie, moi ce qui me faisait toujours délirer dans les Metroid, parce que c'est l'habitude des Metroid, c'est que quand je rentre dans une salle que je sais pas quoi faire, je me fous en boule, je fous des bombes partout au cas où ça libère quelque chose, et du coup, je prenais le même plaisir à le faire dans les Metroid Prime, même si au final c'est moins marqué que dans un Metroid, mais bon, le délire de se mettre en boule et de tout faire exploser au cas où ça libère un petit passage que t'as pas vu, tu sais. Des fois, tu vois des trucs qui ont un tout petit peu la forme d'un truc où tu pourrais passer en boule dedans, t'essayes de le casser quand même si tu vois la forme elle est dessinée avec un truc qui a rien à voir et que c'est pas du tout ça, t'essayes quand même, tu vois, tu te dis ils ont peut-être planqué un petit truc là et tout. Mais c'est moi je pense qu'à un moment dans le jeu, je pense pas que c'était à 50-50, mais je pense que j'ai fait quasiment 40% de temps en boule et 60% de temps en vue, parce que je me mettais tout le temps en boule, j'explorais, et en plus c'est bête à dire, mais tu roules super vite, machin, c'est super fluide, ça, enfin c'est classe. Et bien sûr j'essayais des fois de faire le traditionnel, tu sais, avec le timing des grenades, enfin des bombes que tu lâches en boule, d'essayer de sauter certains passages, tu sais, d'aller de plus en plus haut, parce que t'en poses une, puis après tu en poses une plus haute, et t'essayes avec, quand elles explosent, parce que quand tu poses une bombe et que t'es dessus, elle te fait sauter la boule, et t'essaies comme ça d'atteindre des endroits qui te semblent accessibles, mais en fait tu galères quand même, et en général ça marche pas. Mais voilà, je trouve ça absolument, moi c'est vraiment un truc que je trouve magnifique dans ce jeu, c'est ce switch entre vue première personne et Morph Ball, qui était pour moi le truc le plus casse-gueule
de tout le gameplay que je craignais énormément et que je trouve qu'ils ont exécuté à la perfection. Et Metroid Prime ne serait pas Metroid Prime sans ça, quoi. Gobol, je vais te faire une confidence. J'ai lancé le jeu pour la toute première fois pendant que je préparais le podcast, histoire de me dire, ça serait bien que je lance le jeu un jour quand même pour me faire cette idée. Et il y a un truc qui m'a étonné et du coup je retrouve tout ce que j'avais en tête quand vous parliez des Switch, etc. Donc j'ai fait que le tuto là dans la station spatiale là. Et il y a vraiment un truc qui m'avait étonné, c'est le nombre d'états dans lequel tu te mets. Il y a l'état du scan, il y a l'état de ce déplacement, il y a l'état de tir, il y a l'état de morphball. Et moi ça m'a vraiment étonné de me dire que la vache, il y a déjà dès le début j'ai beaucoup de choses à retenir. Est-ce que dans la progression GoBalls avec justement tout l'équipement que tu dois récupérer, etc., et tous les upgrades que tu dois récupérer, est-ce que la progression est fluide là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir justement peut-être un mur de difficulté à certains moments? Parce que passer tout en 3D sur un jeu d'exploration avec du backtracking, est-ce que ça fait partie des jeux que tu dois pas lâcher, sinon tu vas oublier où tu en es? Alors justement sur le premier Metroid Prime, il y a un système d'indices. En fait, quand le jeu voit que t'es en train de tourner un peu trop longtemps dans une zone, il va te dire quand tu galères. Quand tu galères, ou même des fois quand tu galères pas, il va te dire tiens, là je sens qu'il y a des vibrations anormales, va voir ce qui se passe dans cette zone. Et donc le jeu t'ouvre la map et il te dit va voir là-bas. Et donc après toi c'est à toi de te démerder pour aller à l'endroit indiqué. C'est à la fois une bonne chose et à la fois des fois c'est un petit peu embêtant parce que t'as envie un peu d'explorer les choses par toi-même. Après c'est désactivable. On peut le désactiver, ça j'ai pas oui, fait tu gaffe. peux le désactiver, mais par défaut c'est activé. C'est vrai que c'est pas. On en revient au débat Dead Space. Hein. C'est le dernier podcast que j'ai fait avec le tracking au sol. C'est pareil. T'es pas obligé de le mettre. C'est à toi en fonction de comment t'as envie de vivre l'aventure, quoi. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux le savoir que tu peux le désactiver. Si tu le sais pas, c'est dommage, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, moi, j'ai pas vraiment fait attention. Mais sinon, pour en revenir à tout l'équipement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le jeu. Donc, les capacités qu'on peut débloquer, enfin, les objets qu'on peut débloquer, il y en a plusieurs types. Il y a les munitions ou les points de vie. Donc, on peut augmenter la capacité de ses missiles ou de sa barre de vie, tout simplement. Il y a les armes, donc on a les missiles, le tir chargé, le canon à ondes, le canon de glace, le canon de plasma, donc il y a plein de trucs qui vont nous permettre de détruire différents types d'obstacles, d'ouvrir des portes ou d'actionner des mécanismes. Il y a aussi plusieurs viseurs différents, donc il y a le viseur de combat, qui est celui qu'on utilise la plupart du temps pour tirer sur des trucs. Il y a le viseur de scan dont on a déjà parlé, il y a une vision thermique et une vision à rayon X. Vision thermique, donc c'est un peu comme le Predator, quoi. On voit les trucs chaud, froid et tout. Donc ça, c'est un peu rigolo. Et donc après, il y a la vision à rayon X qui nous permet de voir à travers certaines surfaces, à travers certains murs, qui est pas trop exploité dans le jeu parce qu'on l'a très tard, mais qui est assez intéressant aussi parce qu'elle nous permet de détecter aussi des plateformes invisibles sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour accéder à certaines zones. Et après, il y a aussi les améliorations de la combinaison. Donc c'est tout ce qui est double saut, résistance à la chaleur, combinaison pour améliorer ses mouvements dans l'eau et la boule morphing dont on a déjà parlé qui est vachement rigolote, vraiment très agréable à manier. Ces mouvements dans l'eau, il y a un niveau aquatique? Il y a un niveau, il y a des phases aquatiques qui sont, je les trouve un petit peu pénibles, comme dans tous les jeux, on va dire, quoi. Voilà. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. Mais alors, moi, du coup, il y a un truc j'aime beaucoup l'idée que ça soit vraiment tourné sur l'exploration. En vous entendant, j'ai l'impression que les combats sont pas non plus compliqué, on n'est pas sur un FPS où il faut avoir une grosse précision puisque justement tu lock comme un log de Ocarina of Time, tu lock tes ennemis. Je suis pas d'accord pour les combats. Hein. Toi, tu trouves à ça part bien? les combats de boss. Il y a que les combats de boss qui sont intéressants, je trouve. Non, mais même les ennemis, moi je trouve ça intéressant. Je trouve que il y a un héritage un peu Doom il va falloir utiliser le bon type de missile sur le bon type d'ennemi, etc. Il y a un héritage dans le fait que tous les ennemis, tu peux esquiver leurs projectiles et donc t'as un dash côté, donc tu strafes et tu dash, donc tu peux esquiver des projectiles comme dans Doom. Je trouve que c'est vraiment l'héritier de Doom. Il y a pas trop de vision verticale. Il y a des ennemis qui volent parfois, mais ils sont très très peu nombreux. La plupart des ennemis, ils sont dans ton champ de vision et c'est juste comment tu vas te déplacer autour. Et pour moi, c'est pas un système qui est simple. Hein. Je veux dire, vers la fin, il y a des ennemis qui sont un peu retors. Il y a des ennemis, il faut tourner autour. C'est un peu galère. Surtout comme j'ai dit, pour strafer, il faut locker.
donc il faut gérer entre la phase où tu loques, la phase où tu loques pas, pour pouvoir te déplacer, récupérer des power-up ou des choses comme ça. Il est pas si basique que ça, je trouve. Hein. La difficulté aussi du jeu est surtout basée sur le fait que t'as peu de points de sauvegarde, parce que tu vas enregistrer ta progression que au point de sauvegarde, t'as pas de... Comme dans BioShock. Oui, et c'est surtout que comme dans tous les premiers Metroid, c'est que la majorité des points de vie que tu peux récupérer, c'est en tuant des ennemis. Donc c'est comme toujours, c'est quand t'as plus beaucoup de points de vie, t'es là, tu fais oui, faut que je fasse du combat pour gagner, mais en même temps faire du combat, c'est prendre le risque de finalement de mourir définitivement. Donc c'est une dynamique que tu retrouves beaucoup d'ailleurs dans le dernier Doom, ce truc de prendre du risque pour récupérer de la vie, pour récupérer et ça c'est un truc que t'avais déjà dans Metroid Prime effectivement. Mais dès les premiers Metroid, c'est même les Metroid 2D sont basés là-dessus. Donc et en général, tu récupères ta vie au truc de sauvegarde et c'est là où t'es content. Tu fais enfin, sauf si je dis une bêtise, je me rappelle plus parce que on récupère sa vie ou pas dans Metroid Prime sur les oui, tu récupères toute ta vie. Ouais. D'accord. Donc il y a les upgrades, il y a le level design à la Metroid, il y a un peu d'ennemis du coup avec ce lock, il y a du scan pour l'histoire mais aussi pour d'autres trucs hein. J'ai vu que ça active les ascenseurs etc, donc c'est pas c'est un truc que t'es amené souvent à lancer, passer au scan, est-ce que Biscotte, toi, de passer d'une vue TPS avec la Morph Ball, un gameplay d'action, un gameplay de déplacement, un gameplay de scan, est-ce que c'est un truc où tu peux t'en mêler les doigts, ou au final une fois que t'as passé le tuto, ce que je n'avais pas fait quand j'ai préparé le podcast, est-ce que après ça devient naturel pour toi? Ça devient naturel parce que c'est à peu près la même utilisation en fait, que tu scannes ou que tu loques un ennemi, c'est le même fonctionnement. Tu cibles quelque chose, donc c'est pas la même utilisation, mais c'est le même fonctionnement, donc tu te sens pas perdu. T'as pas de menu sous menu comme dans un autre jeu en fait. Tout tombe sous une touche, donc tout tombe bien et j'ai pas senti de grosses difficultés dans ces passages-là, dans la maniabilité d'une façon globale en fait. C'est pas là où j'ai eu le plus de mal en fait. Où est-ce que t'as tiqué? Ça va être dans la deuxième partie, on va dire la deuxième partie où tu rencontres les pirates et certains boss qui sont pas durs mais qui sont longs. Je pense surtout au boss de fin qui est un boss interminable. T'as plusieurs phases et c'est long. C'est pas difficile mais c'est très très long. Tu peux facilement après perdre patience et perdre tout court. Je l'ai jamais battu, j'ai regardé la fin sur internet. Le boss de fin, si tu meurs, tu dois t'en refaire tes dégâts. Ah ouais. Bah moi je suis mort une fois, j'ai fait non, c'est hors de question. Pensez au boss de Shadow of the Colossus. En mode normal, en fait, le boss, tu dois en avoir pour à peu près 20 minutes, quelque chose comme ça. C'est quasiment un boss de Final Fantasy, tu vois. T'es là, tu fais alors attention, première forme, deuxième forme, troisième forme, allez c'est bon, j'en peux plus. Ah ouais, c'est une épreuve. Ah ouais, il est douloureux le boss de fin. J'avais réussi à le faire en une fois. Et j'étais heureux, hein, parce que franchement, j'étais sur les rotules à la fin, j'en pouvais plus. Hein. Moi, ça me saoule les boss à plusieurs phases. Je déteste ça aussi, hein, je te comprends. Je supporte pas. 2 phases max, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une deuxième phase maximum. Ouais. Sinon, tais-toi. Tu vois. Et c'est pas vous qui êtes fan de Kingdom Hearts? Non, mais c'est oh là là, pareil. Oh là là, je dis monsieur. Oh là là, t'as vu le scud qu'il a balancé d'un coup, sans trembler des genoux. Mais moi, je te le dis en toute franchise, moi, j'adore Kingdom Hearts, mais en général, je déteste les fins de Kingdom Hearts. Il y a aucun boss de Kingdom Hearts qui a autant de phases que celui de la fin de Metroid Prime. Moi. La vérité dans les commentaires. Est-ce que il faut s'attendre à un jeu long ou c'est assez condensé et jamais redondant? Est-ce que c'est une aventure éprouvante ou pas? Non, moi je trouve pas que ce soit une aventure éprouvante. Le jeu, il faut à peu près une quinzaine d'heures, je crois, pour le finir. J'ai dû mettre une quinzaine d'heures pour le terminer. Si t'as pas envie de tout fouiller, de vraiment trouver tous les secrets et tout, tu peux quand même progresser de manière assez linéaire. Bon, tu vas peut-être galérer si t'as pas ramassé suffisamment de power-up pour justement être plus résistant, tout ça, mais non, franchement, je trouve que la durée de vie, elle est correcte pour un jeu comme ça, un jeu d'aventure ou un jeu de FPS ou FPA ou whatever qui tourne plus autour des 6-8 heures. Là, on est sur une quinzaine d'heures, donc ça peut paraître long, mais moi, je trouve que ça suffit largement. Et c'est surtout qu'on sort des Metroid où en général, les Metroid, surtout quand t'as un peu l'habitude, tu les torches entre 3 et 5 heures grand max, hein, les Metroid 2D. Ouais, surtout le Fusion qui est assez court. Les autres, je sais pas trop. Zéro Mission, il est court vu que c'est un remake du premier aussi, il est très très court. Franchement, un Metroid
premiers runs, en général, t'es sur une moyenne de 4-5 heures, vraiment grand max. Ah, je me rends pas compte. Bah, moi, en tout cas, c'est à chaque fois que j'ai fait un nouveau Metroid, je dépassais quasiment jamais les 5 heures. Là, en ayant l'expérience des Metroid et sachant comment ça fonctionne, un Metroid Prime, c'est 15-20 heures, même en sachant, tu vois, tu t'en as quand même pour, moi, Pour un Metroid, c'est très long, quoi. moi, j'étais agréablement surpris que, enfin, mon Metroid me dure un peu plus qu'une journée, quoi. Je l'attends 9 ans pour le finir dans l'après-midi. Je suis heureux, comme tout, mais je suis frustré, quoi. Mais à aucun moment sur le Prime, t'as ressenti qu'il tirait un peu sur la corde, ça reste bien équilibré là-dessus, sur le renouvellement? Si, il y a un moment, il y a un moment où il tire grave sur la corde, il faut préciser. Il y a un moment, il va aller te demander de chercher des artefacts dans toute la Mais map. non, c'est cool ça. Donc Il doit chercher la Triforce dans l'eau? Ouais, non, alors c'est pas non plus la Triforce dans l'eau parce que tu vois des... Attention à ce que tu dis. Je te vois venir. Non, je ne cautionne qu'à moitié cette remarque. On est pas à ce pose des niveau questions, d'insulte, moi. mais quand même c'est assez chiant. Certes, il t'ouvre des passages que t'avais pas encore vus, Ouais. mais t'es obligé de revenir dans les 4 coins de la map que t'avais visités, y compris les coins du début où t'étais pas retourné depuis un bail. Alors c'est cool Ouais, parce que mais ça se comprend, ça voilà. te refait faire un petit tour du propriétaire, donc du coup tu peux choper les Et tu te fais plaisir parce que tu défonces tout le et monde. puis tu peux choper les power-up que tu pouvais pas choper sans les améliorations. Donc c'est cool aussi. C'est dans ce sens-là où c'est pas du Wind Waker, mais quand même 12 c'est beaucoup. C'était long, c'est un des passages que j'aime le moins dans le jeu et c'est le passage où vraiment où j'étais au 7-8e, j'étais en mode non vraiment là il faut que je retourne là-bas et tout, non c'est chiant, non j'ai pas envie. Mais bon après ça va, tu vois, c'est pas je l'ai fait donc c'est que c'est faisable, mais je trouve que ça tire un tout petit, c'est vraiment le ventre mou du jeu, quoi. Le point qui m'intéresse, c'est que sur la case, on a traité d'autres jeux Nintendo en 3D, comme Mario 64 ou Zelda Ocarina of Time, et qui ont été traités aussi comme le passage à la 3D de ces séries. Le truc avec Metroid Prime, c'est que ça arrive très tard, puisqu'il n'y a pas eu d'épisode sur N64. Est-ce que pour vous, on oublie peut-être un peu ce côté Metroid est passé à la 3D parce qu'il y a eu 10 ans d'écart, ou est-ce il faut aussi le prendre comme on prend Ocarina of Time ou Mario 64, une réinvention d'un genre? Est-ce que pour vous, on est au même niveau, Soubi? Ah oui, en termes d'impact, oui. Et clairement, en toute franchise, je pense que s'il l'avait fait sur N64, ça aurait été une catastrophe. Ah. Je pense justement qu'il fallait attendre la génération d'après pour que la transition se fasse bien. À mon avis, même maintenant, tu as eu des interviews récentes qui disaient qu'ils avaient un peu étudié à vouloir faire un Metroid 64, mais en gros les studios externes qui semblerait qu'ils avaient consulté leur avaient dit alors là on n'a pas le skill pour atteindre, parce que Super Metroid avait une aura énorme aussi, comme Zelda Link to the Past ou les Super Mario World ou Yoshi Island ou autre, mais là ils ont dit clairement purée, on va pas avoir les capacités de le faire, et je pense qu'ils ont eu raison d'attendre la génération d'après. Franchement, je pense que vu les capacités de la N64, quand tu vois les FPS que t'avais à l'époque, que ce soit les Turok, que ce soit les GoldenEye, les Perfect Dark ou autres, je pense que ça aurait été très 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 compliqué vu le mood de l'époque en tant que FPS. Il l'aurait pas fait en FPS, je pense pas. Ouais, mais alors tu l'aurais fait comment? Je pense que comme il l'aurait fait peut-être comme l'épisode 3DS, c'est-à-dire en 3D mais vu de côté. Non, j'y crois pas du tout. C'est sûr qu'après coup ça semble évident, ça semble facile de dire ça, mais la vue FPS pour le passer Metroid en 3D, ça semble tellement naturel, tellement évident. Donc un 2D et demi sur Metroid, je pense que ça l'aurait pas fait, quoi. On le voit avec Yoshi Island 64, moi je trouve que ça marche pas bien, quoi. Après, je dis pas que ça aurait été bien, mais je pense pas qu'ils auraient... Déjà, à la base, le Metroid Prime, il était conçu comme un TPS, mais pas comme un FPS. Je pense que ça a été la meilleure idée de passer en FPS, et ça a été la meilleure idée de pas le faire sur 64 pour le faire, en fait, sur GameCube, et qu'ils aient les capacités pour le faire. C'est difficile de se dire comment aurait été celui s'ils en avaient fait un sur 64. Mais en tout cas, pour en revenir vraiment à ta question, moi je trouve que le passage de la 2D à la 3D est autant réussi que sur un Super Mario 64 ou sur un Zelda Ocarina of Time. Là-dessus, Nintendo, en général, ils ont vraiment très très bien géré le passage de leur licence 2D aux licences 3D. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas de mémoire, en tout cas, de passage foiré, contrairement à plein d'autres. Et en tout cas, pour moi, la claque est la même. J'ai pris la même claque sur Metroid Prime que j'avais pris sur Super Mario 64 ou sur Zelda Ocarina of Time. Biscotte, toi, dans ce passage à la 3D, justement, de tout le gameplay des Metroid Prime, est-ce que pour toi, on est sur une grosse réinvention, comme a su le faire Nintendo sur la N64, ou un truc
peut-être un peu plus classique dans son époque. Comment tu le vois aujourd'hui maintenant ce Metroid Prime? Je le vois surtout en fait que Nintendo n'a pas transposé justement un univers de 2D à 3D parce que c'était l'époque de faire de la 3D et puis voilà, ils ont vraiment réfléchi à ce que la 3D pouvait apporter. On n'est pas du tout comme dans un Castlevania 64 où Ouh là là. voilà, où Ah ouais, là, non mais faut Très bonne comparaison. faut dire les choses telles qu'elles sont quoi. C'est triste à dire mais voilà, Nintendo Pensez à Gerfo. Prenons le cas des Metroidvania. Nous avons la branche Metroid qui a donné ça et la branche Vania qui a donné ça. Bisous Gerfo. Non mais voilà, ils ont voulu se dire, enfin, qu'est-ce que peut apporter la 3D, comment réfléchit-on au médium jeu vidéo en 3D, et ça a donné ça, et ça donne un très très bon jeu parce que voilà, ça exploite la 3D, ça exploite les 3 dimensions, la vue FPS, les capacités de la GameCube. Comme on disait tout à l'heure sur N64, ça aurait été compliqué d'avoir un univers si riche et si immersif. Puis ça aurait été compliqué de scanner le décor si tu le vois pas. En plus, il est dans le flou au loin. Mais attends, essaye de scanner le truc là qui est pas encore apparu à l'écran. Mais si, parce que justement, quand t'aurais scanné, ça aurait rendu la texture nette dans le flou. Oh mais quel génie mental. C'est utiliser la 3D à bon escient et pas refaire un autre Metroid. Ça reste un très bon Metroid. On garde le feeling, mais on redécouvre justement d'une autre manière, quoi. Voilà, ouais. Punky, par rapport à ce que t'avais dit en intro, le fait que t'as mis du temps à apprécier le jeu, que finalement au bout d'un moment t'as eu un déclic, qu'est-ce qui fait pour toi que t'as eu un déclic dans cette version 3D? Pour ceux qui nous écoutent, quel est ce déclic qu'il faut attendre? C'est simple, hein, je dirais jouer un Metroid 2D. J'ai fait 0 mission et fusion entre temps. C'est quand même, il y avait des années d'écart. Hein, il y avait 12 ans d'écart entre mes deux runs, donc oui. Un truc comme ça. Je te l'ai dit, je l'ai fait il y a que 3-4 ans, hein, donc il y a quand même un sacré temps qui s'est passé. J'ai fait des Metroid, j'ai fait des Castlevania, j'ai fait des jeux avec du backtracking, j'ai joué à Doom aussi. Ça m'a permis de plus Non, mais c'est bête à dire, mais c'est peut-être un jeu qu'il faut pas mettre entre toutes les mains, au moins en ce qui concerne les mécaniques Castlevania, Metroidvania. Parce que si t'es habitué à un FPS et que tu t'attends à un FPS, il a des aspects FPS dans ses combats, mais c'est aussi un jeu d'aventure et c'est très très bien rendu. La comparaison avec Zelda, elle est maligne aussi parce que forcément, une fois que t'as pu cette différence de la vue 2D pour Metroid de côté et 2D de dessus pour Zelda, tu te rends compte qu'en fait Zelda et Metroid c'est le même jeu quoi. Je sais pas si les Zelda sont suffisants peut-être, mais peut-être avoir un tout petit bagage quoi avant de se lancer dans le truc. Et toi Goballs, cette version 3D des Metroid, est-ce que tu as trouvé des défauts ou est-ce que pour toi c'est une excellente réinvention à la Nintendo? Non, pour moi, pour ce qui est de l'aspect vraiment passage à la 3D, je trouve ça a été vraiment super bien fait, pour toutes les raisons que vous avez citées juste avant. Je pense qu'ils ont bien fait de pas en faire un sur Nintendo 64. J'avais lu dans une interview de Yoshio Sakamoto que justement même lui, en regardant, il explique en fait qu'en regardant la manette de la 64, il arrivait pas à s'empêcher de vomir. Non mais ouais, oui. Mais en fait, il se disait que il voyait pas comment utiliser le contrôleur pour mettre à profit comment on allait pouvoir déplacer Samus, comment on allait pouvoir Ils étaient beaucoup dans ce jouer cas-là, en fait à un Metroid avec ça. Donc même outre la 3D de la 64, c'était aussi au niveau des contrôles que lui il avait du mal avec ce truc là quoi. Je pense que justement le passage à la 3D qui se fasse sur GameCube, à mon avis, c'est une excellente chose quoi. Par contre, la non-utilisation du deuxième stick, je suis toujours un peu perplexe, mais je comprends hein, en termes de gameplay, on n'en a pas besoin fondamentalement. Alors que c'était leur première manette à 2 sticks et alors que le dual stick FPS commençait vraiment à s'imposer, c'est vraiment un choix couillu quoi. Enfin, je trouve. T'as pas essayé la version Wii, la version trilogie en fait de la version Wii? Parce que si j'ai essayé, mais alors moi le motion gaming là non, c'est hors de question. Parce que à part quand c'est pour le travail, mais sinon sur la version trilogie en fait, la version Wii, la version donc Metroid Prime première du nom a repris le gameplay du 3. C'est ça. C'est-à-dire que t'as une cible qui est plus libre que sur la version GameCube et t'as du 16/9. Ça, le 16/9 en fait
fait, ça doit apporter plus, mais le côté ciblage. Non, par contre, cette version en émulation, clavier souris ou manette avec mapping personnalisé, je serais ultra pour, tu vois. C'est juste pour tester. Mais je crois qu'on peut même y jouer en VR au premier Metroid Prime. C'est possible. Ça vend du rêve, toi. Mais ouais, d'accord. Donc, je suis d'accord sur le stick droit. C'est vrai que quand t'as l'habitude des FPS console de cette époque et que t'essaies de bouger le stick droit, tu fais d'accord, il se passe un truc. Peut-être ouais, juste passer le tuto, écoutez bien comment le jeu se joue, ce qu'on vous propose et ça devrait aller. Et apparemment, vous devriez avoir 15 heures d'excellente exploration d'énigmes, de plateformes, de shoot. Ça a l'air assez riche et voilà, même 10 ans, même une génération après, on voit que Nintendo arrive à restituer le feeling de leur licence SNES et NES dans un atour 3D et voilà, de pas juste faire un lifting technique. En parlant de technique, on va faire un point sur l'esthétique du jeu avec toi, Biscotte. Artistiquement, techniquement, on est sur le GameCube, c'est une console qui est fort chatoyante sur pas mal de points techniques, sur les reflets, ce genre de choses. Comment s'en sort ce Metroid Prime? Est-ce qu'il y a du bon, est-ce qu'il y a du moins bon? Bah à l'époque pour moi ça a été quand même une grosse claque ce jeu parce qu'il est superbe à tout point de vue. Alors déjà on retrouve le design de Samus et on retrouve malgré la 3D en fait l'univers des Metroid. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances de graphiques, même si on passe de 2D à 3D. On retrouve cet univers de Metroid et après donc visuellement mais techniquement c'est superbe. La GameCube ne pouvait pas afficher du vrai bump mapping. C'est un effet de relief à partir de textures, donc on pouvait pas reproduire ça sur GameCube. Par exemple pour les effets quand on tire dans l'eau, il y a des effets de ripple, donc de petites vagues. Ils ont trouvé des petites astuces pour rendre ça comme si c'était vraiment du bump mapping en multipliant les facettes. Donc quand on tire dans l'eau, c'est juste une surface toute plate et quand on va tirer, hop, ça va multiplier les facettes pour avoir cet effet de volume de vagues. Donc c'est plein de petites astuces comme ça. Il y a tout le temps des effets de particules quand on va dans le monde de la neige. Bah donc il y a de la neige qui tombe, il y a des effets de chaleur, de buée sur la vitre. On n'a pas beaucoup parlé du HUD, mais donc on voit à travers les yeux de Samus, donc on a ce casque un peu à l'Iron Man qui va afficher des informations. Mais il faut parler de ce HUD. Ah, c'est trop bien, c'est vraiment... J'en reviens encore au podcast de Dead Space, hein, finalement, j'avais vanté le HUD extraordinaire, mais pareil, dans Metroid Prime, en termes d'immersion, c'est des détails tout bêtes, mais je trouve ça complètement fou, la distorsion due au casque, en gros de la visière du casque, et tous les effets de pluie, de neige, première fois que t'as l'orage et que tu vois l'éclair et que t'as le reflet de Samus et tout, t'hallucines, tu fais waouh, tu vois. Et puis c'est fait de façon très subtile, enfin c'est très réfléchi, très subtil en fait, c'est pas grossier, c'est pas ça pète dans tous les sens. C'est pas le reflet de l'éclair dans Toy Story 2, c'est sûr. Ouais, ce serait un petit peu gênant. Oui, donc c'est complètement maîtrisé et pour en revenir au HUD, donc quand on débloque les différentes visions, donc vision infrarouge et X-ray, ces effets-là, mais ils sont encore d'enfer aujourd'hui. En fait, on a une autre vision du jeu, on voit à travers les objets. Esthétiquement parlant, c'est vraiment incroyable. Déjà pour l'époque, et encore aujourd'hui, je trouve que le jeu s'en sort encore très bien. Le seul petit reproche que je vais faire, c'est avec le terme des designs de certaines créatures. J'ai jamais été fan des monstres bipèdes, où ça va être juste une gueule et puis deux pattes à l'arrière. Ça, je trouve que c'est un peu moins intéressant, mais après les pirates, tout ce qui est pirate, le boss de fin, Riley, les designs et l'animation sont vraiment canon. On en a parlé tout à l'heure quand il y a la transformation en Morphball, tout est fluide visuellement. Enfin voilà, c'est il y a pas un pet de... toujours pas parlé des reflets sur l'armure, quoi. Bah non, c'est un FPS, on voit pas l'armure. Bah, quand tu passes en Morphball, excuse-moi, l'effet métallique, à l'époque, même quand j'ai relancé... Oui, puis tu le vois sur le bras aussi. C'était des textures, enfin, pour parler, on va dire texture, mais ça faisait partie des effets de matière qui étaient assez ouf. Moi, quand je l'ai revu, le truc, je me suis dit, ah ouais, en mouvement, ça déglingue par rapport même à ce qui se faisait sur PC, sur ce genre de texture. Hein. Et attention d'ailleurs, cet effet, il est beaucoup moins beau dans la version trilogie sur Wii. C'est d'ailleurs le jeu en règle générale est un petit peu moins beau sur Wii, ce qui est quand même
ironique. Alors après, pour l'effet chrome sur les matériaux, enfin voilà, je pratique de la 3D depuis très longtemps, donc je connais les astuces en fait pour avoir ce rendu-là. Donc je suis peut-être un petit peu moins impressionné par Je suis peut-être ces blasé, effets-là. ça me rappelle le taf, tu vois. Voilà, ça ne me surprend pas. Non, mais tu vois, c'était pareil avec Mario Sunshine par exemple, ça montrait des fluides et des textures que la PS2 ne montrait pas avec un tel niveau de détail, avec une telle fluidité. Ça faisait partie des points où quand tu regardais un jeu GameCube exclusif, tu te disais oui, ça ma PS2 ne le fait pas. La PS2 faisait pas grand chose, mais ça, en tout cas, elle ne le fait pas. le petit tacle. Non, mais ça faisait partie des effets. La GameCube était très fort pour les effets de texture, les effets de métal, de liquide, etc. C'était vraiment un truc où elle était vraiment top tier par rapport à ce qui se faisait, alors que on la regardait un peu en rigolant. Ah, c'est pas une Xbox, elle est pas super puissante, elle a pas 12 teraflops là. Il y avait vraiment un truc techniquement qui était salé violent aujourd'hui, enfin. Hein. Ah, t'es salé ouais, aujourd'hui. Ouais, je balance tout. Ouais, je balance tout. C'est la garde des consoles. Vous m'énervez sur Twitter. Je tire à balles réelles, y a plus de problème. Non mais c'est vrai, techniquement moi je trouvais en tout cas même quand j'ai relancé le jeu, je me suis dit ça voilà, ça me rappelle ce qui me faisait kiffer dans la GameCube, c'était vraiment ce genre d'effet. Toi Punky, est-ce que techniquement il y a des trucs qui t'ont impressionné à l'époque, il y a des trucs peut-être que tu trouves qui ont vieilli aujourd'hui? Je suis comme toi, moi j'aime bien la patte GameCube, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur les effets. Je rajouterais même sur les éclairages. La GameCube, elle a quelque chose que même la Xbox arrive pas à faire. Il y a pas un soleil qui est aussi beau que sur GameCube, tu vois. Non mais j'aime bien. Et celle d'avant qui faisait très bien les soleils, c'était la Dreamcast, donc c'est un bon signe généralement. C'est que ça sent bon. Mais non mais ouais, j'aimais beaucoup, les effets de particules m'ont impressionné, même si à côté, je jouais un peu sur PC encore, donc il y a des trucs que j'avais déjà vus. Ceci dit, ouais, moi c'est en termes c'est toute la patte artistique aussi qui est incroyable quoi. Enfin pour le coup ça j'avais rien à dire, et si j'ai essayé de pousser dans le jeu c'est que tout ça me plaisait quoi. Mais moi je m'attendais pas à ce qui est justement de la neige, de l'eau, etc. Moi je pensais que c'était un truc peut-être un peu plus condensé, peut-être un peu à la Dead Space, peut-être que j'ai raté les screens ou alors que ils étaient volontairement cachés, et je suis assez surpris de voir qu'il y a pas mal d'effets visuels et d'environnements différents, de variétés graphiques. Faut vraiment s'attendre à voyager plus que ça, c'est pas juste un vaisseau, des coursives, etc. Ah non, t'as vraiment six univers différents dans le jeu. C'est un peu comme si tu faisais le tour de la planète de façon très cohérente en fait. T'as jamais, enfin voilà, tu passes pas d'un univers à l'autre en passant par une pièce. T'as tout un chemin à faire. Ouais, mais je veux dire, on n'est pas que dans une base, tu vois. C'est pas. Ah que non, enfin voilà, t'as beaucoup d'extérieur. T'as des environnements qui sont assez ouverts. T'en as d'autres où c'est justement étroit. Tu vas finir dans un laboratoire. Tu voyages. Je trouve que les intérieurs de jeu sont vraiment splendides. Hein. On n'a pas beaucoup parlé des intérieurs, mais ils sont tous différents. Tu retrouves jamais deux fois la même salle. Tu vois, c'est pas ce genre de FPS où tout est identifiable. C'est un jeu dont tu peux te rappeler les lieux, de te faire une carte mentale des lieux, quoi. C'est pour le coup, c'est un vrai truc que le jeu fait très bien, et que BioShock aussi a repris par la suite. C'est ce truc de chaque endroit est unique dans le jeu, quoi. GoBalls, toi, techniquement, tu l'as trouvé intéressant, ce jeu de 2002. C'était le top de ce que tu connaissais de la GameCube à l'époque. Ah bah ouais, moi je trouve que ça tue. Il y a vraiment plein de détails. Par exemple, quand on tire plein de coups de canon, et qu'après on arrête de tirer, ben en fait il y a des espèces de petites vagues de chaleur qui vont apparaître au-dessus du canon. Genre le canon il est trop chaud quoi, il est en train de refroidir. Je trouve ça trop stylé. Il y a aussi quand tu regardes le ciel et qu'il pleut, bah t'as des gouttes d'eau qui vont atterrir sur le viseur. Quand t'as des espèces de geysers qui vont t'éclabousser, bah tu vas avoir de la buée sur ton viseur. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont ça sert à rien, mais c'est super agréable et ça augmente un petit peu l'immersion quoi. Et toi Soubi, alors ça t'a marqué ce jeu visuellement, artistiquement? Ouais, le jeu est très beau. Après du coup, pour en revenir par rapport au Metroid 2D, c'est les Metroid et surtout tous les jeux 2D, ça reste très coloré, très flashy au niveau des couleurs, et il m'a manqué un peu cette patte un peu plus coloré, je sais pas pourquoi. De manière générale, je trouve le jeu, malgré que tu passes dans les magmas, dans la neige ou autre, presque un peu lisse au niveau de ses teintes. Mais voilà, un peu désaturé. D'accord. Mais sinon, de manière générale, je trouve absolument splendide. Enfin, pour l'époque, j'avais pris une baffe, quoi. Et comme je te dis, c'était la grande guerre à l'époque. Halo, Metroid Prime et
en particulier aussi au niveau des graphismes, franchement, je voyais pas ce que Halo avait de plus d'un point de vue technique par rapport à Metroid Prime. Metroid Prime mettait vraiment une claque complète au niveau de tout ce que tu vois dans le jeu, quoi. C'est sublime, quoi. Et puis j'adorais, comme j'en reviens, j'adorais me mettre en morph ball pour voir sous un autre angle l'ensemble des environnements, parce que bah forcément tu voyais pas de la même façon. Et j'adorais tous les effets qu'il y avait avec la morph ball. Tu sais, quand ça accélérait, quand tu t'allais un peu vite avec cette espèce de sensation de vitesse que tu gagnes et tout. Enfin voilà, le jeu est sublime. J'ai vraiment rien à lui reprocher dessus. On était en une période où on aimait beaucoup justement faire différentes visions, tu sais, justement la vision thermique, la vision X-ray ou autre. Bien sûr, Splinter Cell. Et ça marche tellement bien que pareil, tu prends une baffe comme dans plein de jeux où quand t'arrives à passer d'une vision à l'autre et où ça se fait à une vitesse telle et à une fluidité telle que tu te dis mais oh putain, comment techniquement ça marche, voilà, c'est extra. Et d'ailleurs dans Metroid Prime 2, j'avais adoré la vision onde. Je trouvais aussi que ça rajoutait un style qui était extraordinaire. Donc là-dessus c'est top, quoi. Aujourd'hui, ça a vieilli. J'aimerais bien avoir un Metroid Prime aujourd'hui techniquement plus poussé pour voir ce que ça donnerait et reprendre une nouvelle claque dans la tronche. Mais à l'époque, c'était plus que le haut du panier, c'était vraiment... D'ailleurs, j'en reparlerai dans les tests, mais il y a quasiment aucun test qui n'a pas dit c'est le jeu techniquement le plus solide, toute console confondue, quoi, à sa sortie. D'accord. Ouais, moi, en tout cas, là, de tout ça, moi, je retiens vraiment le coup de la variété des environnements et l'immersion. Du coup, là, vous m'avez définitivement motivé là-dessus. J'ai vraiment envie de découvrir ces univers. Avant de passer à la revue de presse de Soubi, de voir ce que la presse en a pensé à l'époque, on va se faire une petite pause musicale. On va parler du son du jeu avec Punky. Oui. Alors, son du jeu déjà a commencé par les bruitages que je trouve très très bien. Un des trucs que j'ai noté là quand j'ai rejoué, c'est que rien qu'au son, tu sens l'évolution de ton stuff en fait. Et ça c'est vraiment très cool. C'est-à-dire que les missiles, quand tu pètes une porte de missile, c'est selon les missiles que tu utilises, ça va faire des sons différents et tout. T'as tous les petits sons comme dans Zelda, t'as un petit son quand tu découvres un truc, tu vois. Donc quand tu débloques une porte, quand tu trouves un nouvel objet, etc. Donc ça c'est vraiment très bien. Tu peux te diriger presque au son dans le jeu, quoi. C'est vachement bien fait. Et puis même en termes de musique, toutes les grosses zones du jeu ont des musiques différentes qui collent vachement bien. Donc c'est des musiques qui sont assez discrètes, assez mystiques, j'ai envie de dire. Ça colle vachement bien au côté mystérieux des environnements qu'on est en train de visiter, tu vois. Et puis il y a ce côté un peu, vu que c'est très silencieux, c'est vraiment pas... Il y a des musiques d'action pendant les boss, il y a des musiques au début pendant la cinématique, il y a des musiques qui accompagnent l'action, mais en jeu, la plupart du temps, elle est plutôt discrète et comme je dis, il y a ce côté seul au monde, donc on entend presque l'environnement en lui-même, quoi. Et ça c'est intéressant. En fait, il y a un vrai rythme grâce à ça, et tu sais quand est-ce que le jeu veut que tu te poses et que tu commences à explorer, et quand est-ce que le jeu veut que tu ailles à l'action chercher un boss, quoi. C'est très très bien accompagné. Moi j'aime beaucoup. Il y a une track en particulier qui est vraiment mythique, c'est l'écran titre, la musique de l'écran titre. Qu'est-ce que je l'adore, purée, cette musique. Mais en plus, ce que j'adore dans cette musique, c'est que dans la musique, dans les instruments, il y a tout Metroid Prime. Il y a vraiment tout Metroid Prime. T'as les voix graves qui ramènent aux Chozo, aux trucs un peu mystiques, aux anciennes civilisations et tout. T'as les bruits des parasites pour les Metroid. T'as les percussions qui définissent un peu le rythme de l'aventure. Pour moi, c'est une musique où vraiment tout est inclus dedans. Tu écoutes cette musique, tu sais à quoi t'attendre. Et ça, c'est vraiment trop cool. C'est très Nintendo de faire ça, mais j'aime bien quand ils font ça. C'est très littéral. Donc, si vous savez pas si vous avez envie d'y jouer ou pas, écoutez l'écran titre, vous saurez. C'est bête à dire, mais là pour préparer l'émission, du coup j'ai pas eu le temps de refaire le jeu cette fois-ci, même si j'aurais vraiment aimé. Mais c'est bête, j'ai lancé une vidéo sur YouTube, c'est l'écran titre qui s'est lancé, j'ai entendu la musique et j'ai eu des frissons. Alors que en soi c'est pas une musique, parce qu'il y a plein de OST de jeux que je m'écoute en boucle machin autre. Je sais pas pourquoi Metroid Prime je l'ai pas mis dans ma playlist
playlist. Tu vois, c'est bizarre parce que j'aime bien, mais là, comme ça faisait peut-être, je sais pas, une bonne dizaine d'années que j'avais pas entendu ce thème, dès les premières notes, dès le lancement, tout m'est revenu en tête et j'ai eu un flash et j'avais les frissons, quoi. Ce thème est extraordinaire. Je l'adore, quoi. Et c'est sans doute parce que, ouais, contient tout dedans, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va s'écouter. Nous, on va s'écouter la version du générique de fin. Parce que c'est aussi la musique qui clôt l'aventure dans une version un peu extended par rapport à l'intro, mais c'est les mêmes instruments, c'est les mêmes, c'est juste qu'elle est un peu plus longue et d'ailleurs elle se permet d'être, on peut entendre plus de choses et du coup ça résume encore mieux l'aventure. C'est une très belle conclusion sous forme de rappel, quoi. Et il suffit d'écouter cette musique en entier pour avoir l'impression de se faire un let's play du jeu, quoi. J'aime beaucoup avec il y a une montée en puissance sur la fin qui est vraiment très cool. Donc je trouve que ça conclut fabuleusement l'aventure. D'accord, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Soubikoul. À tout de suite. Alors Soubi, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu, de ce retour de la série Metroid en 3D et qu'en a pensé la presse à l'époque. Avant de parler de la presse, on va faire le petit argu-market. Alors même, Oui. je vais faire 2 argu-market parce que moi j'aime beaucoup les pubs télé et je me suis demandé, j'arrivais pas à me rappeler d'une pub télé diffusée chez nous en France. Mhm. Alors j'ai cherché sur le site de l'INA, malheureusement il y en a pas. Donc si elle a existé, et si quelqu'un l'a, j'aimerais bien qu'il me la montre. Mais en tout cas, j'ai trouvé une pub anglaise Europe que je connaissais pas et je vous invite à aller voir. Vous tapez Metroid Prime pub Europe et elle est
ultra classe, ça te donne méga envie de jouer au jeu parce que c'est pas que un montage des screens du jeu, c'est une mise en scène avec une personne qui a fait toute la tunique Metroid avec mise en scène de combat face à des monstres, etc. Enfin c'est Metroid Prime en live combiné avec des parties des écrans du jeu, etc. Enfin c'est la pub donne méchamment envie, donc belle réalisation, donc allez la voir. Et après j'ai cherché la pub dans les magazines à l'époque parce que je me disais attends, Metroid Prime, vu le temps qu'on a attendu, forcément il doit avoir une pub Capcom. Comme je disais en off avant de démarrer l'émission, j'ai galéré parce que j'ai fait tous les magazines classiques de l'époque, console plus, joypad, je cherchais la pub désespérément un mois avant la sortie, 2 mois avant la sortie, le mois de la sortie, 2 mois après, je trouvais nulle part. Oui. Je me suis dit mais c'est pas possible, il se moque de moi. Je voyais des jeux qui avaient une pub, je me disais mais attends, même ça tout le monde l'a oublié, même moi je sais même plus ce que c'est, et Metroid Prime a pas une pub, jusqu'à ce que j'arrive dans le magazine officiel de Nintendo. Bon tu te dis c'est dommage parce que forcément t'es déjà à moitié vendu quand tu prends ce magazine là, mais voilà, ils ont fait une double page pub pour Metroid Prime avec d'un côté à gauche Samus dans sa tenue classique qu'on connaît, avec en gros l'inventaire de tout le matos que tu vas avoir dans le jeu. Je trouve ça très rigolo. C'est bon, alors du coup il y a telle arme, telle vision, telle morph ball, etc. De l'autre côté une page complètement noire avec juste une petite GameCube, le logo en haut, une petite GameCube en bas et un petit texte sur le fond noir avec écrit en lien avec l'image: voici l'équipement de votre infirmière, imaginez la taille du virus. Voilà. Vache. Bien joué, bravo. Bien joué. Ça valait avec ces 16 bits, on a eu du mal c'est avec ces 24 mégas, on a eu du mal à le photographier, arrêter. Ça m'avait fait toujours délirer sur la pub de Super Metroid. Mais ce que j'aime dans la pub, comme toujours, ce pourquoi on a créé l'Argu Market au départ, c'est le petit texte qui est issu de magazines ou autres. Et donc il faut savoir que à l'époque, Metroid Prime était sorti 3 ou 4 mois avant aux US. D'accord. Donc, beaucoup de testeurs avaient pu le tester à l'époque justement en version US, et d'ailleurs il y a eu quelques ajustements sur la version européenne. Si on joue version US ou version européenne, ce n'est pas tout à fait les mêmes jeux. D'ailleurs les speedrunners l'expliquent infiniment mieux sur toutes les différences et en quoi ça l'impacte. Mais donc du coup à l'époque il y avait eu déjà les tests américains, et donc ils ont fait une petite citation sur les 2 pages d'un magazine américain qu'ils ont traduit, donc de Electronic Gaming Monthly, le numéro 162, et donc j'aime beaucoup le petit texte traduit: les combats intenses et stratégiques de Halo, les niveaux ingénieux et les énigmes corsées des plus grands donjons de Zelda, l'histoire mystérieuse, l'atmosphère pesante et l'angoisse de Resident Evil. Le nouveau Metroid fait jeu égal avec les meilleurs jeux actuels dans presque tous leurs traits marquants, sauf au niveau du son et des graphismes, où Prime leur est supérieur en tout point. Ça m'a éclaté. Je me suis dit, wow! J'aimerais bien aller voir l'article en anglais juste pour relire ça, parce que dans les tests français ils sont pas enflammés quand même à ce point-là. Ils y sont pas risqués. Je te dis, en plus la première phrase, j'étais mort de rire parce que je retrouvais cette guerre avec Halo que je comprends pas. Ça a tellement rien à voir en termes de gameplay. C'est un peu comme si tu comparais un Doom avec un Walking Simulator, quoi. Enfin, c'est pour la maquette foireux que je trouvais génial. Et donc on en revient alors au test de l'époque. Donc grand classique de cette période-là. 3 tests papier, mais surtout 2 tests avec un magazine non officiel, donc console plus joypad d'un côté, puis après au niveau site internet, les grands classiques jeuxvideo.com et Gamecult. Chez Metacritic, pour rappeler quand même, donc parce que Game Ranking, malheureusement mon pauvre Game Ranking, je peux plus aller dessus. Donc chez Metacritic, le jeu a la note de 97 avec un user, une note de user de 9,2. Il faut rappeler que si tu prends les jeux de tous les temps, et Metroid Prime, si t'enlèves les doublons, parce que par exemple, moi j'en ai marre de compter 5 GTA 5, donc si tu enlèves les doublons, Metroid Prime est classé 12e meilleur jeu de tous les temps dans la liste, et premier jeu GameCube de l'époque. Donc voilà. Et c'était la même chose chez Game Ranking, parce qu'à l'époque je checkais, et Metroid Prime était classé meilleur jeu GameCube de ever, et quasiment à l'époque, puisque quand je regardais il y a un paquet de temps en arrière, il était classé quasiment dans les 10 premiers meilleurs jeux de tous les temps. Donc
Voilà, aujourd'hui, on ne parle pas de un petit truc. En tout cas, par rapport à la presse de l'époque, ça avait été du lourd. Et donc, chez Console Plus, on commence avec une petite note de 97% en note d'intérêt, avec, on revient toujours sur, ça fait 9 ans qu'on attendait une suite à Super Metroid. On est en pleine transition 2D 3D, donc à essayer de voir ce que ça apporte au niveau du gameplay. Dans le test justement de Console Plus, on te parle beaucoup de tout ce qui est, enfin, du mapping de la manette. Je trouve ça très rigolo. En gros, on te dit beaucoup de fonctionnalités sur la manette, et avec, en gros, cité complexe. Il faut du temps d'adaptation pour assimiler un peu tout ça et après progresser sereinement. En gros, ils te disent, voilà, il te faut à peu près 4-5 heures pour que les choses se mettent bien en place et que tu te sentes après à l'aise pour progresser dans le jeu. Mais ils te parlent du tutoriel qui est très intelligent et progressif, que du coup, toute la progression dans les premières heures se fait aussi de manière très naturelle. Et après, du coup, on arrive sur la fin du test, le dernier paragraphe que je trouve très rigolo, où c'est alors on va vous donner les pro-types pour avancer, faites attention à tel truc, faites attention à ça, si vous voulez progresser, vous allez peut-être être bloqué là-dessus. Donc voilà, c'est les tests de Console Plus, c'était très succinct à l'époque, puisque c'était surtout à chaque fois donc double page, une page de texte et une page après d'encadrer avec les avis et les images de partout. Donc dans les avis, je vous ai sélectionné l'avis de AHL parce que j'ai pas mal rigolé en lisant son avis. Donc bien sûr, il recommande à 100% le jeu. En tant qu'inconditionnel de cette série, ma première réaction fut de crier à l'hérésie. En passant en 3D, ils vont me faire un Doom-like de série. Tu le crois ça? Point d'interrogation. Mais après 1 heure de jeu, j'ai totalement changé d'avis. Les développeurs ont parfaitement respecté l'esprit de la série. Metroid Prime a beau ressembler à un Doom-like, il s'agit bien d'un digne successeur des épisodes précédents. De plus, la réalisation de ce jeu est extraordinaire, sans doute l'une des plus impressionnantes sur cette console. Metroid Prime a rencontré un tel succès aux US qu'une suite est déjà en développement, un hit incontournable pour les possesseurs de GameCube. Et ce qui m'éclate dedans, c'est que il te dit 2 fois Doom-like, alors que ça fait déjà depuis un paquet de temps que plus personne dit Doom-like, et il dit FPS depuis franchement déjà un paquet d'années. C'est le seul à sortir encore ça à cette époque-là, quoi. Donc voilà. Après chez Joypad, pour les fans d'Angèle, donc c'est Angèle qui a testé chez Joypad. Donc nous avons un test pareil sur 2 pages, plus touffu au niveau du texte. Il lui a mis la note de 8 sur 10. J'étais presque surpris, je m'attendais plus à un 9 sur 10, surtout même quand tu le lis, tu dis t'as vraiment kiffé, donc 8, il me manque pas un petit point là. Donc bien sûr, on revient de nouveau sur le passage de la 2D à la 3D. De toute façon, c'est le récurrent dans tous les tests. Là, par contre, on te parle vraiment de l'intégration de toute une mythologie dans l'univers de Metroid, justement avec une vraie histoire, un peu entre guillemets. C'est pas qu'il y avait pas d'histoire dans les autres, mais je comprends qu'ils disent ça. Ouais. Après, dans tout le contexte de l'histoire, il te refait un peu la notice du jeu. Donc, de manière générale, je vais pas m'étendre dans les détails, mais on revient régulièrement, surtout sur les points classiques, c'est le scan, parce que forcément c'est une feature qu'on croisait très peu. Alors du coup, on va te dire que voilà, c'est très bien intégré. Dans d'autres tests, on va te dire ça m'a quand même un peu gonflé. Donc ça, je pense que ça dépend vraiment du testeur. C'est vraiment soit tu rentres dans le trip, soit au contraire scanner tout, ça te saoule vite et tu laisses tomber. Bien sûr, on te parle de la Morph Ball qui est super bien pensée, et surtout chez Angèle insiste sur le level design en disant le level design est extraordinaire. Ouais. Allez, je vais faire une petite comparaison houleuse, mais j'aurais presque envie de dire qu'en termes de level design, Metroid Prime, c'était le Dark Soul. Il l'a fait. Eh oui. La Dark Soulisation de Metroid. Voilà. On y arrive. En termes de level design, quoi. C'est organique, c'est super bien foutu, et j'avais envie de la placer, donc voilà, j'ai attendu pendant tout le pod. Je me suis dit, bravo, allez, monsieur. Je la mets. Donc voilà. Donc merci Angèle de m'avoir permis de
parler du level design pour pouvoir placer ça. Donc, comme je disais, ils ont mis la note de 8 sur 10 au jeu. Après, on a donc chez Nintendo Magazine officiel la note de 9,5 sur 10 parce que bah forcément, limite, on aurait pu mettre 10 sur 10 si on avait voulu, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Le jeu est tellement énorme que, en plus, si t'es affilié magazine officiel, forcément, tu lui donnes la note maximale. Je vous lis juste le tout dernier passage, le tout dernier paragraphe du test. Une étoile est née, ça en est trop, Metroid Prime est long, magnifique, hyper maniable, l'atmosphère est envoûtante, la quête est vraiment prenante, le sentiment de découverte et de puissance omniprésent. Oui. C'est beau. C'est quand tu commences... ce sentiment de puissance. Mais oui, mais c'est ce sentiment de puissance omniprésent. Encore plus fort, quoi. Donc voilà. Donc ils ont kiffé, ce qui est normal. Et après, donc on arrive dans les tests online sur les internets avec le test chez d'un côté chez jeuxvideo.com qui a été testé par Dino One à l'époque. Donc test très bien écrit, très sympathique. De nouveau, pareil, le jeu a eu 19 sur 20. Je vous lis le premier paragraphe parce que ça vous met dans l'ambiance. Exceptionnel, innovant, prenant, transcendant, superbe et tripant. Bon, c'est dommage, t'étais dans une chaîne de Han et tu me colles un superbe au milieu. Alors, j'aime beaucoup parce que du coup, il y a que sur les internets où on te parle des FPA, comme on l'a un peu brièvement abordé pendant le podcast, parce que c'est vrai que c'est un terme que Nintendo a essayé de placer à l'époque d'un point de vue marketing, justement pour se différencier des FPS, et en disant voilà, nous on fait vraiment un truc différent. Et c'est à l'époque de la sortie de Metroid Prime, c'était moi j'avais beaucoup d'amis ou autres quand on parlait beaucoup de FPA pour Metroid Prime parce que au final, je connais pas d'autres FPA ou en tout cas où on a continué à utiliser ce terme-là. Shenmue faisait partie du genre free. Oui. Et Dino One ne peut s'empêcher de en gros dire moi je préfère l'appeler FPM pour First Person Metroid. Terme inventé par moi-même et c'est pour mon plaisir. Et au final, je veux pas être méchant, mais c'est presque celui qui a eu le plus raison parce que on l'a fait que pour Metroid Prime, donc il pouvait mettre son FPM qui est resté dans les annales. Donc de nouveau le test revient sur tout ce qu'on a parlé, je vais pas y revenir. Il fait un gros paragraphe sur le HUD, il est exceptionnel, donc c'est génial. Et par contre ce que j'aime bien, c'est que que ce soit chez jeuxvideo.com et j'y reviendrai après aussi chez Gamecult, t'as quand même quelques petits passages sur en gros chercher les défauts. Joypad aussi avait placé comme ça ces petits défauts du jeu parce que quand un jeu est aussi bon, t'es presque à gratter ou à dire bon alors où est-ce que je mets mon petit curseur pour dire voilà ça me plaît pas. Donc je vous refais la liste des petits défauts qu'on retrouve chez chacun plutôt que de dire de toute façon c'est merveilleux chez tout le monde. Chez jeuxvideo.com pour Dino One, le petit défaut ça va être pas assez de cinématiques et trop de scans justement pour découvrir l'histoire. Il aurait aimé plus de narration et il trouve le début de l'aventure un poil poussif quoi. Ça met un peu de temps pour lui à se mettre en place, donc c'est ces deux défauts. Pour Angèle, les deux défauts, c'est les points de sauvegarde qui sont trop distants, il y en a pas assez et ça crée une frustration des fois parce que tu meurs bêtement et tu es obligé de te refaire toute une phase de jeu que tu avais pas envie de refaire. Donc ça c'est un de ses défauts. Et pour lui, il y a par rapport au mapping et le fait de pas pouvoir utiliser le stick droit en tant que viseur, lui ça le frustre un peu. Il aimerait pouvoir, en gros, il te dit j'aimerais pouvoir bouger et viser de manière précise en même temps et pas utiliser l'autolock qui te fait après tourner autour de l'ennemi plutôt que si tu veux te déplacer purement latéralement en fait. Donc voilà, c'est ces deux défauts. Et après donc chez Gamecult, c'est un test de Puyo que j'adore, qui met 9 sur 10 et comme de nouveau maintenant vous me connaissez, à chaque fois je tombe sur un test de Puyo chez Gamecult, c'est celui dans lequel je me retrouve le plus. Donc je vous invite à aller le lire, je vais pas revenir en détail dessus, mais je le trouve très très juste. C'est le plus long, c'est celui qui détaille le plus, mais donc pour en revenir lui à ses défauts qu'il trouve justement dans Metroid Prime, ça va être de nouveau un peu la trame scénaristique, comme il met pas toujours mis en valeur. Il aimerait également un peu plus de mise en scène pour la trame et
c'est le seul, et ça m'a presque surpris. Pour lui, les musiques sont un ton en dessous dans le jeu. D'accord. Voilà. Et j'étais surpris parce que moi je trouve que ça marche ultra bien dans le jeu. Donc voilà, c'est mon petit point de désaccord avec Puyo. Okay. Mais en même temps, je peux le comprendre. Il fallait qu'il essaye de remplir la case des moins. Et vu qu'elle était quasiment vide et que tu rames pour la remplir, voilà du côté de Puyo. Donc avec de nouveau un 9 sur 10 Game Cut Select, tout ce que tu veux, même si il le faisait pas à l'époque. Voilà pour la revue de presse de l'époque. Merci Soubi pour cette revue de presse avec de très grosses notes. On va passer aux anecdotes maintenant avec GoBalls, histoire de voir si on a oublié des petites choses croustillantes sur ce jeu GoBalls. Eh bien, pour tout ce qui est anecdote, j'ai lu quelque part que apparemment Donkey Kong Returns, qui a été fait par Retro Studio également, utilise le même moteur que Metroid Prime. D'accord. Et ensuite, quelque chose qui a été découvert en novembre dernier par un joueur américain, ou une joueuse américaine, je ne sais pas, qui est frappé d'insomnie. Un soir très tard, en fait, ce joueur a lancé Metroid Prime sur GameCube, et en fait, il a remarqué que l'ambiance du tout début, là, du premier niveau dans le vaisseau, dans l'espace, était très relaxante, et que ça l'aidait, en fait, à le relaxer et à s'endormir. Et donc, il raconte, en fait, que il a laissé le jeu tourner pendant son sommeil, et un petit peu plus tard, donc pendant son réveil, il a remarqué, en fait, que le vaisseau de Samus n'était plus au même endroit que quand il avait commencé le jeu. D'accord. Et donc il a décidé de laisser tourner le jeu pendant plusieurs jours pour constater qu'effectivement, en fait, le vaisseau, il a une espèce de petite animation quand il est sur place, et qu'il avance petit à petit, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Et si tu le laisses tourner pendant 3, 4, 5 jours, en fait, le vaisseau, il traverse la station spatiale, il rentre dans les textures et il se barre vraiment à l'autre bout du truc. C'est énorme. C'est trop bien. Donc il a posté des petits screenshots, il a expliqué ça, et puis je trouve ça assez marrant. Il y a des montages en accéléré sur YouTube pour ceux qui veulent voir. Il y a des gros montages accélérés, des timelapses où tu vois le vaisseau partir à l'horizon. C'est vraiment trop marrant. J'ai trouvé ça vraiment rigolo. C'est improbable, c'est un truc de fou ça. Et est-ce que t'as du speedrun, GoBalls? Bien sûr. Alors le speedrun dans Metroid, c'est quelque chose d'assez assez touffu, notamment par exemple sur Super Metroid où il y a une dizaine de manières de faire des speedruns. Vous avez les speedruns 100%, any%, le moins de pourcent possible, des boss à faire dans le désordre, etc. Ouais. Donc je note 4 type de speedrun sur Metroid Prime, donc c'est le any%, donc pour finir le jeu le plus vite possible, qui est fait en 49 minutes. Ah oui. Ça, c'est un record qui date de juillet 2019 par un monsieur qui s'appelle T3 et qui joue sur la version GameCube américaine. La deuxième catégorie, donc c'est le 100%, donc tu récupères tous les objets, tu fais vraiment tout le jeu à 100%. Là, on est sur du 1h10. Ensuite, on a le low %, donc le but, c'est de finir le jeu avec le moins d'objets possible. Donc ça correspond à 21% de complétion du jeu, qui a été fait donc en 1h43 minutes. Et il y a une dernière catégorie de speedrun qui m'a fait rire, enfin qui m'a fait criser au début puis au final rire. Ils appellent ça le maximum percent parce que tu peux pas le faire 100% avec cette catégorie-là. Et donc c'est le no space jump. Donc c'est-à-dire que tu ne vas pas récupérer l'upgrade qui te permet de faire un double saut. Et tu vas essayer de récupérer un maximum d'objets sans ça et aller à la fin du jeu. Et donc là, le jeu, il se boucle en 1h51. Et tous ces records-là, ils datent de entre 1 an et 2 ans. Donc c'est des trucs assez récents. Enfin, les world records sont assez récents d'après speedrun.com. Voilà, c'est à peu près tout pour les speedruns de mon côté. Si ça vous intéresse, j'ai une petite chronique judiciaire un peu badante, mais à la fin il y a un petit truc qui va faire plaisir à Subi, je pense. C'est un peu coulisses Retro Studios. Il y a eu un petit démêlé avec la justice et entre Nintendo et Retro Studios. Juste au tout début du développement de Metroid Prime, le fondateur de Retro Studios, qui s'appelle Jeff Spangenberg, Nintendo, ils se sont rendus compte qu'avec les ordinateurs qu'ils avaient payés à la boîte à Retro Studios et avec l'argent donné au studio, le créateur, il hostait des sites porno. Mais what? C'est-à-dire qu'il gérait des sites porno, il avait un petit business de sites porno à côté, au tout début d'internet, tu vois. Ça avait l'air d'être quelqu'un quand même, ce gars-là. Voilà. Donc pour pas faire de vagues, Retro Studios, ils l'ont gentiment remercié en rachetant ses parts de la boîte pour éviter de perdre le partenariat avec Nintendo. Donc déjà il a fait ça. Ensuite ce gars-là, il a fait un jeu PS2 avec des quiz de nanas sur la plage qui se mettent à walper. Et il se trouve qu'il a pas demandé l'âge à toutes les participantes, donc il a été condamné. Et le jeu aujourd'hui est encore considéré comme du matériel pédopornographique. Une personne sympathique. Et en plus de ça, en plus d'avoir fait tout ça, il a fait pire.
c'est que avant de créer Retro Studios, il a fondé Iguana Entertainment, qui a fait Turok 2. Je savais pas, mais voilà, ça fait un petit lien entre Metroid Prime et Turok 2. C'est le même fondateur de studio. Ok, on va parler pognon maintenant avec Punky qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire ce jeu aujourd'hui. Oui, bah ça va être rapide. Je vais demander à mon copain Biscotte. Biscotte, combien tu mettrais pour un Metroid Prime en bon état avec la notice sur GameCube? Version choix des joueurs ou version première version? Non, version classique. Ça doit être bien chiffré ça quand même. GameCube, on doit être aux alentours, je dirais entre 40 et 60 euros. Oula, remballe ton porte-monnaie. Calme-toi. C'est entre 20 et 30 euros. Oh ouais. C'est super raisonnable. C'est un jeu qui a été beaucoup édité. D'ailleurs, les prix varient pas trop entre les versions choix des joueurs et les versions normales. Honnêtement, c'est 20 euros la version choix des joueurs, 30 euros la version normale, voire un petit peu plus. Et c'est un jeu que vous trouvez aussi, alors ça c'est sur internet, mais c'est un jeu aussi que vous trouvez régulièrement entre 10 et 15 euros dans les Easy Cash, les trucs comme ça. Généralement, ils osent pas monter au-dessus de 19 euros pour celui-là. D'accord. Donc c'est relativement raisonnable, surtout quand on sait les prix qu'ils pratiquent sur les jeux Nintendo d'habitude. Et la cote et les notes du jeu, quoi, l'aura du jeu. Ouais, mais quoi, Metroid, ça vend moins que Zelda, tu vois, bizarrement, Ouais. que Mario Kart. Donc c'est encore raisonnable. Par contre, là où c'est un peu moins raisonnable, c'est si vous voulez y jouer sur Wii dans la version Metroid Prime Trilogy. Ouais. Bah tiens, enfin, tu mettrais combien toi pour un petit Metroid Prime Trilogy? Donc il y a une boîte Sur cartonnée, ouais, sur Wii. Donc t'as les 3 jeux dedans, boîte cartonnée, très cool. Bah, moi là, c'est sur une version Wii, moi j'aurais dit 30, 40 balles. Eh ben écoute, il faudra mettre 70 à 110 euros pour celles qui sont en meilleur état à cause de la boîte cartonnée, évidemment. C'est non. Voilà. Là, c'est surtout que, alors moi pour le coup, je comprends pas parce que c'est vraiment des versions que je considère pas supérieures, voire inférieures. Elles sont moins belles. Moi, je trouve que c'est moins jouable Wii Motion Plus. Enfin, en tout cas, c'est pas nécessaire. Je comprends pas. Quand j'ai vu ça, j'étais là en mode. Ok, bon. Alors peut-être qu'il y a un effet de rareté par rapport au Metroid Prime 3 seul, qui a été plus édité. Mais honnêtement, 110 euros, quoi, c'est quand même ultra abusé. Enfin, surtout que je crois que tout est sur un seul disque. Enfin, ça a vraiment pas de race, quoi. Bah tiens, Subi, toi qui adore le jeu. Aïe. Bon, on sait qu'un mini-disque, il y a moins de surface, donc plus de chances que les rayures empêchent la lecture du jeu. Admettons, tu voudrais t'en racheter un neuf, là, pour être sûr d'en avoir un qui marche très très bien, pour jouer quand tu veux, parce que c'est un jeu de ton cœur. Ouais. Tu mettrais combien sous blister? Ça sent l'entube complète. Ça sent l'arnaque. Moi, j'y mettrais 40 balles grand max, mais vas-y, je pense que tu dois être pas loin des 200 ou un truc dans le genre. Écoute, t'es encore un peu loin parce que on est à 300 euros. Oh là là. Et sachez que c'est pas le prix de l'escroc, hein. Non. Oh vas-y, là, tu me fais envie, là. Ah, vous voulez le prix de l'escroc, là? Ah bah ouais. Parce que, alors, tiens, il me reste qui? Go Balls. Puisque maintenant, le rétro gaming, c'est un peu comme des combos de Tony Hawk. Combien tu mettrais dans un Metroid Prime? Plus, donc c'est une édition spéciale avec un bonus disque de démo de Metroid Prime Echoes. Donc c'est une réédition qui est sortie un peu sur la fin, où t'avais la démo d'Echoes intégrée. 9 sous blister. Plus scellé. Ah ouais. Plus, il y a la grosse boîte anti-vol en plastoc de Leclerc autour. Combien tu mettrais? Bah, je sais pas. Comme ça, t'es sûr qu'il est neuf. Elle était à combien la version 9, t'avais dit? Elle était à 300 euros. Je sais pas moi, 600 euros. Ah non, mais tu seras le premier à le toucher. Ah ouais, tu vois, non, ce c'est sera dingue. vraiment une... Je sais pas si je dis 600 balles juste pour la blague, mais. Franchement, t'es pas loin. T'es pas loin parce que c'est 535 euros et 74 centimes. Et attention, vu qu'on est dans un combo de Tony Hawk, plus petit manuel revert, les 35 euros de gros FDP, 35 euros de frais de port pour un jeu de GameCube quand même. Faut pas déconner. Ah bah voilà, avec les frais de port, on est bon. Non mais arrête, 35 euros de frais de port, c'est quand je commande des meubles chez Ikea, enfin tu vois. C'est tout pour l'Argus, Punky. C'est tout. Et ben c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Metroid Prime, et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case rétro.fr ou sur notre serveur Discord dans le topic création podcast. N'hésitez pas à venir rejoindre la communauté pour partager vos souvenirs des jeux qu'on traite en émission. Merci à tous de nous avoir suivis, merci mes caseurs
évidemment pour avoir animé ce podcast. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas traité de Metroid. Il était temps. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes ou Spotify ou Deezer. On est partout hein, pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot. Ça fait toujours plaisir. Une petite note, que ça soit sur iTunes ou même Podcast Addict qui s'y est mis il y a pas très longtemps. J'en profite d'ailleurs pour vous partager le commentaire de Toncha qui nous a dit il y a pas très longtemps, je crois, sur iTunes, qui nous a mis un petit commentaire et qui nous dit un podcast qui nous amène à la fois dans la nostalgie et dans la découverte, entre ce qu'on a eu entre les mains et ce qu'on a manqué, un podcast convivial avec le meilleur générique d'intro, tout podcast confondu. Ça fera plaisir à Isiok. Merci à toi Toncha pour ton commentaire. Merci Toncha. On se retrouve à très vite pour un nouveau podcast et d'ici là n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen. Salut. Salut.